Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast. Deuxième épisode avec Anthony. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Merci. Anthony, je te propose d'attaquer. Présente-toi un petit peu. Explique-nous ton parcours pro, parcours perso. Ouais, ça marche. Donc, Anthony Trentani. Niveau pro, j'ai une petite boîte dans la tech qui fait des écrans pour personnes âgées. Niveau perso, je me suis remis au sport il y a à peu près 18 mois. Alors remis, non, je faisais déjà un peu de sport, un peu de trucs, courses, choses comme ça, un peu d'entretien, mais vraiment très, très light. Et surtout dernièrement, après une vie de famille un peu remplie, j'avais un peu décroché. Et voilà, j'avais fait beaucoup de basket quand j'étais jeune, à un bon niveau, pas haut niveau, mais bon niveau. Et je m'étais promis de ne jamais recommencer parce que je ne voulais absolument pas recommencer, être nul. Parce que j'avais quand même l'idée d'un sport que j'apprécie. Et donc, il y a 18 mois, malheureusement, j'ai mis le pied dedans. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis dit, quitte à recommencer, autant s'y mettre à fond pour essayer de revenir à un niveau sympa. Voilà, histoire de se mettre à fond dans les grandes lignes. Nous, on s'est vu donc il y a... Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on s'est vu? 2 ans? Tout au début, ouais. Tout au début, donc il y a 18 mois. Mais je crois que la première fois que tu étais venu au cabinet, tu m'avais dit, écoute, voilà, j'ai pour objectif ça. Tu étais arrivé vraiment avec les objectifs, l'ordonnance, les objectifs. Et et la blessure. Et tu m'avais dit, voilà, qu'en penses-tu? Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, on a pas mal discuté, que ça soit perso ou pro. Ouais. Et on a bien accroché parce que forcément, tu es entrepreneur, moi aussi. Donc, on avait pas mal d'atomes crochus par rapport à ça. Plus sport, ouais. Plus sport aussi, nutrition, tout ça. Donc ça, on va en parler. Après, ouais, mais ouais. Donc, ce que je te propose là pour le podcast, c'est d'abord faire un petit peu un tour sur pourquoi le basket. Pourquoi tu t'entraînes comme ça en basket. Après, toi, tu as une vision qui est vachement investissement sportif, parce que comme tu es investisseur, tu aimes bien pas perdre ton temps et tu aimes bien optimiser ton temps. Donc, parler un petit peu de tout ça. Et puis après, essayer d'aller un petit peu pousser data, IA, tout ça, sur comment on peut améliorer la prise en charge là-dessus. Du coup, toi, comment le basket s'est entré dans ta vie? Comment Alors, je crois que le vrai point de départ, c'est il y a super longtemps. Hein, j'avais 6 ou 7 ans. Je ne sais pas précisément, mais mon frère faisait du basket. Mon frère aîné, 4 ans de plus que moi. C'était l'époque Jordan et compagnie, donc les grandes époques. Space Jam, Dream Team 92, tout ça, quoi. Donc, je voyais mon frère jouer. Et donc, c'est comme ça que j'y m'y suis mis. Et j'étais assez hargneux. Jouer donc avec des grands 4 ans de plus que moi, donc à 7-8 ans, l'écart il est quand même très significatif. 40 cm, quoi. Mais voilà. Mais j'arrivais quand même à avoir un peu... Ils acceptaient de jouer avec moi quand même. Et donc après, je me suis mis au basket et c'était un peu après aussi une logique parce que je viens de Jeuf. Okay, ouais. Donc une ville de basket. Alors il n'y a plus que ça presque là-bas, hein. C'est une ville un peu désertique. Mais sur la partie basket, ils étaient en Pro A il y a 60 ans, les années 50 ou un truc comme ça. Donc voilà, mes parents jouaient au basket en fait, directement déjà, parce qu'ils étaient de là-bas aussi. Donc vraiment une grosse ville de culture de basket, très formatrice et tout. Donc j'ai commencé là-bas. Et j'ai bien accroché, ça a bien marché. Voilà, j'avais mon petit rôle dans l'équipe, meneur du 5, dans le 5. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai jamais trop lâché. Ça, tu as joué de quoi? De 7 à 17 à peu près. 7 à 17 avec, ans. un peu de flou, je ne me rappelle plus précisément. Mais après, quand j'ai commencé les études, comme c'était à peu près prévu que je fasse une école d'ingé, maths sup et compagnie, je savais très bien de toute façon que je ne pourrais pas trop... J'avais pas d'espoir à cette époque-là. Et en plus, de par mon physique qui n'est absolument pas adapté à ce sport-là, je fais 1m75, donc voilà. C'était déjà un peu joué sur ce plan-là. Je savais très bien que je ne ferais jamais rien dans le basket. Donc j'aurais pu peut-être faire de la N3, de la N2, un truc comme ça, mais bon, pas plus loin que ça. Et donc par contre, dans les niveaux d'études, c'était vraiment plus... plus facile, c'est vraiment l'option la plus crédible pour arriver à quelque chose. Donc c'est à ce moment-là, vers 17 ans, j'ai lâché, quoi. Et puis les copains, les copines, les sorties, comme ta boîte, beaucoup de gens, du coup la boîte beaucoup plus tard après, mais c'est déjà le plan. Hein. J'avais déjà un plan de créer une boîte depuis quasiment que j'ai 14 ou 15 ans, quoi. Donc c'était déjà le plan. Mais voilà, j'avais un peu lâché pendant longtemps, pendant 22 ans. Ok. Parce que je voulais pas revenir nul, comme je disais. Et donc tu as fait ta boîte,
stabilisé ta boîte. Et après, là, il y a 2 ans, qu'est-ce qui t'a rechauffé à faire du basket? C'est vraiment un truc par hasard parce que c'est aussi un des sujets qu'on a en commun. Moi, j'étais plus. Maintenant, c'était plus kickboxing, boxe anglaise, un Sport peu de combat. voilà, sport de combat. Alors, sans aucune attente de performance parce que là, c'est un autre sujet quand même. On paye de sa personne. L'investissement est pas le même et les conséquences, c'est c'est clair. pas les mêmes. Surtout, voilà, j'ai 3 enfants, donc plus beaucoup de temps aussi. Pendant un moment, c'était un peu vraiment la déchéance sportive, hein, plus le temps. On prend du poids, donc quand on s'y remet, on est vraiment nul. On a mal partout parce que surcharge pondérale et tout ce qui va avec. Et donc, au final, j'ai eu mon 3e enfant qui a 3 ans maintenant. Une fois qu'il est arrivé, que c'était passé les premiers mois et que ça se calmait un peu, quoi. Ça s'est aligné avec ma boîte. Ma boîte est aussi un peu plus structurée, plus grosse. Maintenant, elle doit avoir... elle a 12 ans maintenant, donc un peu plus de temps et puis un peu moins focus dessus, quoi. Tous les planètes se sont un peu alignées et c'est un copain maintenant, mais à l'époque, un gars un peu aléatoire du périscolaire. On discute. Il me dit, on a un club de basket dans le coin. Tu devrais venir, machin, tu verras. T'as fait du basket, c'est sûr, ça va être tranquille, quoi. Et en fait, j'avais pas trop jaugé la chose qu'il parlait d'un club de... Moi, limite, j'avais l'impression d'aller dans un club de vétérans, quoi. Ouais, et finalement. Et non, en fait, c'est un club quoi. senior, quoi. Donc, 25 ans peut-être d'âge moyen. Et donc, t'arrives, je faisais 15-20 kilos de trop. Pas touché un ballon. J'avais quasiment jamais retouché un ballon depuis que j'avais arrêté, hein. C'est pas jouer avec des potes de temps en temps. Jamais. J'ai dû peut-être faire 3 fois 10 minutes de basket en 22 ans, quoi. Et puis là, mince, je sais plus dribbler, je sais plus shooter. Comment on fait pour mettre un panier dans le trou? C'est vraiment compliqué quand ça fait longtemps. Ouais, donc grosse frustration, quoi. Et grosse frustration. Et donc tout de suite, j'ai switché, j'ai vrillé direct. Comme j'avais un peu plus le temps et puis que j'ai vraiment une mentalité de compétiteur. En ultra opti. À 2 balles direct, toi. Je suis pas passé en mode bon, ben. Donc voilà, j'ai joué, je sais pas, j'ai fait un entraînement quand même, mais en étant en PLS vraiment tout l'entraînement parce que physiquement c'était vraiment pas ça. Et le lendemain, je me suis dit c'est parti, j'ai pris le vélo, j'ai été courir, j'ai commencé à tout faire pour récupérer du une fois que tu étais venu au cabinet, je sais plus ce que tu m'avais posé comme question précise, mais un truc ultra poussé en mode à ton avis, si je suis en zone 2 à cet âge-là, et là, à ce moment-là, est-ce que tu penses que ça passe et tout? Je m'avais dit ouais, je m'étais dit ok, lui est déjà allé loin, il sait déjà ce que c'est de la zone 2, il sait déjà ça. Ça c'était le passé un peu de coureur, ça, ouais. Zone 1, 2, 3, 4, 5 sur la course, c'est quand même ultra classique. Ah ouais, mais tout le monde le maîtrise pas, ça, tu vois. Ouais. Après, moi j'ai une approche, je suis très scientifique de base. Ouais, bon, on va en parler. Donc ça, j'ai justement. vraiment une approche très scientifique, mais peut-être qu'on garde ça Tu pour penses après. que c'est... Enfin, on peut en parler maintenant, mais c'est plus ton côté scientifique et ton côté entrepreneur qui t'a influencé là-dedans, ou plus le côté vraiment ultra optimisation qui a fait que tu voulais absolument optimiser au maximum la rentabilité de le côté ton training. ultra optimisation, ça c'est le côté ingé, ça. Ok, ouais. Ça c'est un système, il faut l'optimiser, comment ça fonctionne, comment on l'évalue et tout. Ça c'est une logique que j'ai eu scientifique / ingé, quoi. Ou après, par contre, le côté aller jusqu'au bout du truc, même si ça n'a aucun sens, ça c'est le côté entrepreneur, quoi. Ouais, ok. Ouais, je vois. On pousse le truc, on verra bien. On n'a aucun élément favorable, mais comme une start-up, hein, quand on crée une start-up, voilà, on a une idée, on a de la volonté, et puis le reste, voilà. Et c'était un peu pareil. J'avais aucune. En plus, j'étais content un peu de faire un sport justement où j'avais aucun avantage. Partir vraiment, parce que c'est le challenge qui me motive plus que le résultat. Je sais très bien que je ne serai pas pro, parce que le basket, c'est un sport qui tolère mal l'âge quand même. Hein, donc, et puis même quand t'es pro, en vrai, rester pro, tu vois, je crois que c'est quoi, 4 ans en NBA, je crois, la durée moyenne. Sûrement, quoi. 3 ou 4 ans. En NBA encore moins, mais même, voilà, j'ai vraiment aucun espoir, parce que des mecs de 40 ans, LeBron James, quand même considéré comme le meilleur ou le 2e meilleur joueur de tous les temps à 40 ans. Il est peut-être 41 maintenant parce qu'il est de fin d'année, mais il commence déjà vraiment à galérer et tout, et donc c'est un ovni à l'âge là. Et en plus, voilà, c'est des sports qui tolèrent mal. Il y a peut-être des sports un peu plus tolérants, les courses très longues ou des choses comme ça, par exemple. La force. Golf, voilà, peut-être force, je sais pas ça, mais ça tu connais bien. Maturité tardive, ouais. Moi, ma femme fait de l'équitation, par exemple. Alors il y a des champions olympiques à 60 ans, l'équitation, quoi. Il y a pas de sujet là-dessus. Ouais, bah oui.
Alors, tous les sports de pair un peu plus physique, pur et dur, voilà, le sprint à l'inverse, par exemple, si on prend l'autre exemple, je pense, plus extrême, voilà, ça tolère mal l'âge. Et donc voilà, j'ai aucun espoir, mais c'est une démarche de croissance, quoi, entre guillemets, un peu comme une start-up, encore une fois. Là, par contre, entreprise, on pousse au maximum, on verra bien où on va. Et comment à quelle échelle tu considères que ton passé d'entrepreneur tech, il a influencé ta vision des choses ou pas? Mais à fond, en fait, mes deux passés et mon histoire courante influencent tous les jours mes réflexions, mes manières d'avancer. En fait, je me suis même construit une petite histoire parce que dans l'ingénierie, en fait, on a des solutions bien identifiées. On sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, c'est plus cartésien, c'est vraiment très défini, quoi. Quand on arrive dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup moins sûr, quoi. C'est quoi un bon produit, c'est quoi une bonne entreprise? Vous vous dites, ah tiens, il faut vraiment être très bon techniquement. Puis tout d'un coup, vous voyez un mec qui est super nul techniquement et qui lève 100 millions et qui s'entoure bien et qui trouve une autre manière de... Il y a des milliers de chemins pour arriver au même résultat, quoi. Mais c'est quand même assez posé, quoi. On a le temps de réfléchir, de mettre les actions en place. Là, quand on part le sport, c'est encore l'étape d'après, en fait, où on est en temps réel, quoi. C'est un match, il faut décider, on n'a pas le temps de réfléchir. Si on commence à réfléchir, ou même dans les sports de combat, c'est encore pire. Là, dès qu'on réfléchit, on est mort. C'est connu. Il faut instinctivement faire les bons choix et s'entraîner pour que la seconde où on aura à faire le choix, ça aille, quoi. C'est ça. Donc c'était un peu une continuité, quelque part, dans la logique. Donc, Ok. il y a des mêmes clés. Est-ce que... alors, tu sais, tous les entrepreneurs tech, ils ont souvent une considération de leur corps un peu comme un asset. Tu vois, en se disant, mon corps, c'est ça. Ceux qu'on voit à la télé. Ceux qu'on voit à la télé, oui. Mais tu vois, tu prends par exemple Bezos, Zuckerberg, tout ça, les mecs, ils ont une équipe de Formule 1 juste pour leur santé. C'est ça. Est-ce que toi, tu considères ton corps comme ça? Est-ce que tu as une vision de la santé qui est comme ça? Vraiment en mode data? En fait, c'est devenu maintenant. Parce que, de toute façon, la nutrition, on est un gros truc chimique, quoi. Hein, donc, on a besoin de... En fait, à la base, il y a même une petite expérience qui... En fait, je faisais beaucoup de sport, avec vraiment des gros volumes, quoi, et j'avais de moins en moins de force, quoi. Et en particulier les cuisses, quoi, qui sont vraiment l'élément clé pour le basket. Je me souviens. Et en fait, j'ai dit, mince, il y a un problème, quoi. Je monte les escaliers, limite, j'avais l'impression d'être vieux, quoi. Et là, c'est le déclic, quoi. Je dis, gars, mais ta nutrition n'est pas bonne, en fait. Tu n'alimentes pas le moteur comme il faut, quoi. Il n'y a pas le carburant pour progresser. Et donc, comme tout le monde, comme j'avais fait un peu de muscu, que c'était un peu un univers que je connaissais un petit peu, mais voilà, tout de suite, on arrive à la whey et tout ça, quoi. Et puis, une fois, je me dis, tiens, la whey, c'est un truc, quoi, la prot. Puis un truc entraînant un autre, quoi, on regarde. Ah non, attends, il n'y a pas que la prot. Créatine. Il y a aussi, alors si on pense supplémentation pure et dure, on arrive sur la créatine. Mais après, on parle de l'équilibre alimentaire, les glucides, les lipides, tout ce qui va avec, les vitamines. Et forcément, et après, on se dit, tiens, en fait, c'est un super asset parce que si notre nutrition, elle est nickel, déjà c'est un truc en moins qui risque de dérailler, c'est risque de blessure en moins, c'est risque de pas être performant en moins, c'est tout ça, quoi. Et puis petit à petit, la même démarche moi que d'habitude, c'est-à-dire regarder toutes les études qui existent sur la planète de tous les trucs un par un, quoi. Et puis essayer d'améliorer. C'est le même processus que le sport, que l'entraînement. On améliore. Après, tu as quand même pas mal de sportifs, tu vois, qui font du sport toute leur vie et qui se disent pas, quel serait le meilleur moyen pour optimiser ça. Tu vois, ils n'ont pas forcément un regard de leur faiblesse. Tu sais, tu as deux façons de voir les choses. Tu as vraiment la façon de se dire, OK, je cible que mes faiblesses. Et je travaille que sur mes faiblesses et je trouve vraiment le sweet spot qui me permet de compenser totalement mes faiblesses. Ou alors je me concentre que sur mes avantages et sur mes forces et je me concentre que là-dessus et mes faiblesses, on essaie de les masquer, quoi. D'ailleurs, c'est un équilibre moi, que je fais souvent parce que en fait, c'est clair que quand tu te concentres sur les faiblesses, c'est cool parce que tu augmentes ton niveau général au fur et à mesure. Par contre, en fait, ça se traduit pas par des gains directs, quoi. Eh ben forcément, c'est beaucoup plus long. C'est pas ça qui fait que du jour au lendemain, tu vas basket par exemple scorer 25 points, quoi. C'est pas parce que tu cours un peu plus vite, c'est pas parce que tu sautes un peu plus haut, c'est pas parce que tu es un peu plus souple. Voilà. Par contre, si tu le fais pas au fur et à mesure, chaque étape que tu passes,
bah, tu arrives avec un gros crédit, quoi, pour reprendre un peu l'analogie entreprise. Quoi. Soit tu l'as fait et tu pars à zéro à chaque fois, ou même avec un peu un avantage, quoi. Soit tu le fais pas et à chaque fois, ben, en fait, tu t'enterres. Et je pense que souvent, il y a des gens qui commencent à avoir un plateau à cause de ça, en fait. Ils ont trop de bagages négatifs sur plein de domaines, quoi. Et c'est pour ça que, par exemple, je faisais aussi beaucoup de mobilité. Ben, on en a fait aussi pas mal ensemble, mais des étirements, des choses comme ça, assouplissements. Et pour améliorer au long terme, quoi. Bah parce que voilà, tout ça, un jour, peut-être ça va servir pour autre chose. On sait même pas forcément, hein, c'est même pas, je veux dire, c'est pas comme d'habitude, c'est super ciblé, quoi. En mode, on fait ça parce que vraiment, ça va faire ça, quoi. Par contre, à l'inverse, moi, ce que je remarque aussi dans le basket, par exemple, c'est que des mecs qui n'ont pas forcément des bonnes qualités, si on les notait sur un papier, quoi, en mode, ils sont pas fous, quoi. Par contre, ah merde, les mecs, ils mettent 25 points, quoi. Et quand ils mettent ces 25 points-là, c'est toujours de la même manière, quoi. Genre, ils ont 2-3 bottes secrètes. Le go-to-move, ils appellent ça des fois. Okay. Sur les... Et en fait, ils le sortent tellement bien, ils le génèrent tellement bien, et c'est un truc de fou, quoi. Et en fait, si t'as pas ça, ben, tu brilles pas non plus, quoi. Tu vois, ton ratio compétence-performance est pas terrible, en fait. Ok, donc pour toi, c'est bien d'avoir les deux. Il faut d'avoir le côté en fait, il faut alterner entre les deux. Tu bombardes, monoproduit, et t'essayes de faire vraiment un avantage énorme entre toi et les autres. C'est ça. Mais en même temps, le background... il faut que tu montres que ta boîte... Voilà. Pareil dans ma boîte, moi je fais pareil dans la boîte, que t'es pas de gros loup juridique, par exemple, parce que t'as rien géré du tout dans le truc, quoi. Alors, faut pas non plus arriver avec le même niveau juridique que Google, quoi, parce que t'as pas les moyens de le faire. Mais t'augmentes au fur et à mesure, tu passes tes ceintures, hein, au fur et à mesure, dans tous ces domaines-là, t'augmentes. Parce que si t'as trop de casseroles qui traînent ou de choses comme ça, ben, un jour, tu le payes. Et à l'inverse, il faut que tu travailles tes go-to-move aussi, parce que c'est ça qui attire, quoi, qui permet de te démarquer, qui permet de banquer derrière. Mais par contre, l'autre truc aussi, c'est quand tu vas dans un chemin à fond, quoi, dans travailler tes avantages à fond, tu peux te retrouver dans une situation où ton avantage il devient nullifié pour des choses externes, quoi. Oui, je comprends. Par exemple, tu es vachement bon sous le panier, tu changes de coach, il te laisse pas aller sous le panier pour une raison X ou Y, quoi. T'es plus qu'à l'extérieur. Bon, bah ton go-to-move, il est plus là, quoi. Et puis tu sers plus à rien, quoi. Et bah tu peux plus briller, et du coup, donc, après, tu montres plus ta vraie qualité. Il y a une notion de risque, en fait, qui va aussi avec, quoi. Ouais, ok. Après, ça, c'est au coach de savoir quels sont les go-to-moves de chacun. Ouais, mais en vrai, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que t'as aussi le coach du niveau, entre guillemets, de ta pratique, quoi. Oui, bien sûr. Je veux dire, si t'as un coach de NBA, peut-être qu'il est capable ou un coach de NCAA, voilà, de faire des trucs vraiment intéressants, machin, à petit niveau, parce qu'au début, malheureusement, on passe des petits niveaux, on monte au fur et à mesure. Ton coach, ben, il passe pas sa vie à réfléchir comment faire pour maximiser ton truc ou ton machin, quoi. Tu vois, il fait avec ce qu'il a, il fait instinctivement, et il fédère, surtout. Et puis après, sert, quoi. Si en plus, comme moi, par exemple, tu vois, moi, j'ai pas vraiment de go-to-move encore vraiment très rodé, quoi. Bah, il faut le voir, quoi, aussi, tu vois. C'est-à-dire il faut que quelqu'un te le fasse découvrir c'est pas, je vais pas faire 70% de réussite sur ce shoot-là, et donc c'est en mode, wow, quand il fait ça, il est imbattable, quoi. Au début, avant d'être imbattable, ton truc, il est pas terrible, quoi. Et donc, ça se perd dans le bruit, quoi. Tu vois, tu fais ça 3-4 fois, tu marques des fois non, et puis voilà, quoi. Et donc, toi, ta vision de l'entraînement, ça serait quoi ? Ça serait, si tu pouvais me répartir, on va dire, en pourcentage, la stratégie, on va dire, go-to-move, et la stratégie backup, on va l'appeler backup. C'est vraiment des états de... C'est plus au feeling de mon état d'esprit que vraiment un truc calculé, en fait. Okay. Parce que quand je m'entraîne quand même beaucoup, que j'ai un gros volume d'entraînement, il y a des jours où j'ai pas envie de faire une session chiante et travailler le go-to-move. Par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi. J'ai pris 850 fois exactement le même shoot. De suite. Ouais. Alors, j'étais cassé en deux de fou. Parce que le même appel, le même appui, la même flexion de jambe, 850 fois, même si le mouvement n'est pas très violent dans l'absolu, j'étais ruiné. Ça a duré à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3 heures et demie, je crois. Des fois, je suis en mode, je suis pas trop motivé. Là, je vais être plus en mode, je change beaucoup de trucs parce que j'ai pas envie et que c'est plus ludique et c'est plus... voilà. Par contre, je vais arriver en match, je vais rater 3 fois le shoot que j'aurais pu marquer, où je regarde mes vidéos. Là, pendant 3 semaines, tu le ponces. Et je me dis, quel couillon, si j'avais ce shoot-là, vraiment, j'aurais pu mettre 10 points sans même réfléchir, quoi. Et puis j'y retourne. Donc tu marches plus peu... à la frustration, quoi. Moi, toujours, de toute façon. Mon moteur, c'est la frustration, de toute façon. Comme moi. Si je perds contre quelqu'un de nul, ça va me motiver pendant 3 mois. Ouais.
Ouais, bah de toute façon, ouais, effectivement. Et alors que potentiellement, il est quand même. Donc, ouais, tu vois plus les choses. Si tu as la motive, tu vas faire ton travail de fond qui va améliorer ton jeu long terme, on va dire. Ouais. Par contre, si tu as un gros coup de frustration, un gros coup de doute, tu vas travailler beaucoup plus tes avantages. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux me dire. Stratégie go-to-move, quoi. C'est ça. Et puis en plus, c'est fait quand même en conscience, en état de, tu vois, je fais pas ça. C'est impulsif. Le point de départ, il est impulsif. Mais après, le fait de le faire, c'est parce que ça me donne en fait une dynamique entre les deux déjà. Ok. Parce que c'est aussi une logique de risque en fait. Parce que, comme je le disais, tu vois, peut-être de travailler que. En fait, j'ai pas la solution vraiment. Et j'aurai jamais l'option. Quand je fais certaines choses, quand je prends un shoot, si un ça va pas, je corrige, je prends un autre, quoi. Ouais. Là, on parle de carrière, entre guillemets, même si c'est pas une carrière vraiment sportive, mais c'est une logique de carrière, quoi. Si pendant 5 ans, je fais un truc et ça marche pas, bah, j'aurais pas trop de deuxième chance, entre guillemets, quoi. Hein, ou du moins. Et je vois ce que tu veux dire. Donc, en faisant un peu de chaque, tu diminues un peu tu diminues ta probabilité de gagner beaucoup. Ça, c'est comme la bourse, un autre sujet qu'on parle aussi. Mais en même temps, tu diversifies, donc tu diminues ton risque de passer complètement à côté de la plaque, quoi. Ouais. Mais si tu diversifies trop, tu concentres pas. Et après, qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est ça. Ça, c'est l'éternel débat des investisseurs. En parlant d'investissement, tiens, si tu me tends la perche parfaite, comment tu considères qu'un entraînement il est rentable ou pas? Qu'est-ce qui te fait dire, ok, là j'ai fait un bon training, là j'ai fait un training, honnêtement j'aurais pu aller après, à la messe, ça changeait rien, quoi. Déjà, c'est la croyance, déjà. En fait, c'est le process plus que l'entraînement lui-même, tu vois. Plus que la réalisation à l'instant T, c'est dans une démarche et de savoir que de toute façon, il y en a pour 2 ans, quoi. C'est comme si tu places en bourse 12 secondes ton argent, quoi, prendre des parallèles, tu n'auras rien gagné, et puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est pareil. Donc, déjà, pas être corrélé tout de suite au résultat, parce que le résultat, il peut arriver très longtemps après, quoi. Et le truc, c'est de tenir tout le long, quoi. Et si t'es trop focus résultat... Donc moi, je suis plus focus effort, en fait. Est-ce que si je fais un training, par exemple, si je fais un truc muscu, quoi, un truc... est-ce que si j'ai des courbatures, je suis content? Donc tu vas jusqu'à la courbature. T'es pas obligé d'avoir des courbatures. T'en as plus, donc... Alors, en fait, en changeant, en diversion, j'arrive quand même à en régénérer. Tout en avoir. Ouais, mais il faut changer, quoi. Okay. Parce que si on fait toujours le même exo, c'est clair qu'à un bout d'un moment, il n'y en a plus, quoi. Mais là, par exemple, j'ai fait un petit truc Je me suis fait un petit schéma de cuisse dernièrement, là, c'est sympa, où j'enchaîne les exos, squat, bulgare, cosaque, et puis, qu'est-ce qui manque, fente. Et je rajoute 5 kilos à chaque fois, tu vois. Okay. Entre chaque petite série, quoi. Progressif classique. Et quoi. on monte, hop, 5, 10, 15, 20, 30... Et le lendemain, j'ai 4 jours de courbature, là, ça c'est récent, ça. 4 jours de courbature. Et là, je me dis, tiens, ça c'est cool. Ça, au moins, je sais que j'ai bossé. Rentable, alors, on n'est pas obligé d'avoir des courbatures pour que ça bosse. Oui. Mais quand on en a, on sait que ça a bossé. Ça, c'est indiscutable. Au moins, là, c'est indiscutable. Donc voilà, si je suis fatigué, moi, j'aime pas. Si je fais un entraînement, par exemple, basket, nous, on a plusieurs entraînements par semaine. Il y en a des fois qui sont un peu en mode tranquille, quoi. Bon, j'y vais pas à celui-là. Ouais, donc toi, tu veux t'entraîner bien. Ou alors tu t'entraînes pas. Il faut que je galère. Donc les séances toujours off, entre guillemets, où tu fais juste de l'endurance, tu crées du schéma, ça te saoule, en ce moment, j'en fais plus beaucoup de ça. Ça m'est arrivé justement à cause des courbatures. Là, j'étais vraiment cassé. Donc là, je suis tiens, je vais faire un petit footing tranquille. Et au bout de 2 secondes, j'étais en mode je fais une perf de sprint. Ouais. Donc moi, je suis toujours dans l'extrême et il faut que ce soit violent, quoi. Il faut que j'ai l'impression de galérer. Il faut que je transpire. Tu payes ton effort, quoi. Bon, il faut que j'ai l'impression de me dépasser, en fait, à chaque fois. Et j'ai l'impression que c'est quand même une tendance, une clé, en fait, une clé pour être sûr de toujours être dans le progrès, quoi, pour pas rester dans la complaisance. Tiens, j'arrive bien à faire ça, je fais ça, tu vois. Et puis. Ou alors je fais ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Le pas mal, non, il y a pas de pas mal. Il faut avoir mal. Je vois. Bon après, c'est bien de faire quand même. Tu vois. Moi, je sais que de plus en plus, je fais quand même du pas mal, tu vois, juste pour garder l'habitude. Quand j'étais dans une logique de perte de poids, tu vois, c'est pas le même esprit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu es en train de sécher un peu, que tu veux un peu perdre. Là, t'es pas dans une logique de te défoncer, de machin. Je pars pour cramer 1000 calories, je brille. Ouais, tu fais une zone 2. Et puis tranquille, tu vois, parce que c'est pas le même objectif. Après, le basket, c'est aussi un sport quand même qui est quasiment explosif, quoi. Et donc, c'est aussi en adéquation avec ce que tu fais, quoi. Oui. Si tu fais de la force, par exemple, on est quand même sur du plus long terme. Peut-être que c'est moins stratégique de se flinguer, entre guillemets.
Oui. Et après, aussi, le basket, c'est un sport complet, quoi. Si je me flingue les jambes, bon, potentiellement, je peux travailler haut de corps, je peux faire du shoot. Donc, je peux switcher sur une autre activité. Tu peux tout le temps faire autre chose. C'est ça. Le mieux là-dessus, c'est le golf. T'en as déjà fait ou pas? Non. Là, pour le coup, en termes obsessionnels, il n'y a rien de mieux, quoi. Moi, je me souviens, mon ancien stagiaire, je lui ai fait découvrir le golf. Et lui, c'est un profil obsessionnel, mais encore plus avancé que nous, quoi. Tu vois, le mec... complètement obsessionnel, et en fait le golf il est rentré dedans comme un dingue parce que tous les jours il y allait, les approches, le putt, le long drive, le truc en 6 mois, je crois qu'il avait un niveau stratosphérique. Enfin bref, pour le coup il y a des sports qui collent aussi, tu vois, avec notre tempérament. C'est ça. Donc tu parlais d'investissement, j'aimerais bien revenir là-dessus, notamment sur toi, quel investissement en temps, argent et matériel peut-être t'as fait, entre guillemets, le meilleur retour sur investissement? Par exemple, est-ce que tu as pris un coaching? Est-ce que tu as pris... tu m'avais dit que tu avais pris une salle de shoot. Ouais. Est-ce que tu as des tips comme ça pour ceux qui nous écoutent? Ouais, après, c'est un peu au fil de l'eau aussi, en fonction des besoins à l'instant T. Après, moi, je reste quand même toujours assez raisonné et donc j'essaye de pas trop m'enflammer. Donc ça fait quand même 18 mois que je lutte pour pas essayer de faire une extension chez moi avec une salle, un terrain, un machin. Mais voilà, ça c'est la des raisons. Mais dernièrement, tu vois, je me suis quand même acheté une machine à shoot, par exemple. Ça, c'était l'investissement un peu craquage quand même. Mais au final, un des meilleurs investissements que j'ai fait. Donc la première phase, j'ai eu un coach pro, un ancien pro, qui m'a donné pas mal de cours pour reprendre par exemple toute la partie technique. Donc ça, moi la logique c'est simple, c'est que ma femme fait de l'équitation. Et eux, ils ont des coachs privés tout le temps en fait. C'est très logique chez eux, c'est comme ça, c'est classique quoi. Alors des fois c'est en petit groupe de 3-4 ou des fois c'est en groupe vraiment individuel, mais chez eux c'est assez courant quoi. Alors que dans les autres sports, il y a plein d'endroits où tu vois, ça n'existe pas. Tu vois, au basket par exemple, c'est rarissime d'avoir des coachs individuels. Alors c'est de plus en plus courant, c'est une tendance vraiment très haussière. Et donc voilà, donc par chance, j'ai cherché un petit peu, mais par chance je suis tombé sur un coach pro. Donc, avec qui j'ai fait beaucoup de séances pour remettre le niveau technique nickel, quoi. Et franchement, le résultat était quand même super intéressant. Et vraiment, c'est pas au niveau technique du tout où je pêche actuellement, quoi. Donc, c'est plus un élément de focus maintenant. Mais voilà. Mais après, il y a la machine à shoot. Après, la nutrition, c'est un investissement de tous les jours, quasiment. Hein. Les suppléments, ça coûte quand même de l'argent. Donc, ça... moi, la créatine, par exemple, si on veut un investissement où on est sûr de la renta, là, c'est le meilleur. La créatine, voilà, pas de discussion, hein, ça coûte pas très cher, ça marche. La whey, c'est pas mal non plus. Hein, bon, ça coûte, mais on en mange quand même une quantité assez conséquente. Ouais, c'est moins, on va dire, essentiel que la créa, mais c'est vrai que le côté pratique et le côté coût, c'est ça, est assez dingue. Ouais. Puis si on fait beaucoup de volume, faire l'équivalent, de toute façon, je suis pas sûr que ça soit un vrai investissement dans le sens où si tu manges l'équivalent de viande qu'il faut pour avoir le même apport protéique. Faut s'accrocher, ça veut dire qu'il faut très que tu cher sortes aussi, tes petits rouleaux de tranches de jambon de ton sac post-entraînement. Ouais, il faut que t'en manges 10, quoi. Il faut que t'en manges 10, t'en manges une quantité de ouf, quoi. Même si tu manges du poulet, et encore, c'est pas la même qualité quand même de prot. Après, un peu d'équipement, bien sûr. Hein, moi, j'aime bien pouvoir faire des séances à la maison, par exemple, de muscu, l'abonnement à la salle. Après, à la maison, c'est plus pratique parce que si tout d'un coup, on a un petit changement d'emploi du temps, j'ai pas pu aller à la salle le matin, machin, truc bidule, on fait une petite session à la maison pour compenser. Donc, il y a pas mal de petites choses. Après, j'avais testé aussi les trucs Whoop et compagnie, tout ce qui est tracking un peu autre. J'ai encore mon Polar que j'utilise moins maintenant parce que pareil, le Polar l'H10, ouais, l'H10, ouais. Le Polar H10. Bon, en ce moment, le cardio, c'est pas mon sujet, donc t'es pas trop dedans, quoi. Pas trop dedans, ouais. Mais voilà, après, c'est tous les petits trucs qui aident. Par contre, pendant ta phase de sèche, pour le coup, pour quantifier ta zone 2 et quantifier ton effort, la Polar, elle était... Puis, clairement, puis quand il faut vraiment... Tu fais jamais sans, quoi. Ouais, pas forcément jamais sans, mais ça sert toujours au moins à étalonner. Une fois que tu as fait 3-4 fois, après, tu n'as plus besoin de l'avoir forcément. Ou même, après, le Polar, pour faire de la zone 5, par exemple, c'est royal. Indispensable, ouais. Parce que là, la différence, elle est significative. Si tu fais de la zone 5 au feeling, tu te crames tout de suite et tu n'arrives pas à être vraiment limite zone 4, zone 5. Alors qu'avec le Polar, dès que tu redescends en zone 4, tu remets un petit coup d'accélération et tu peux te faire des petites 20 minutes de zone 5 que jamais de la vie j'atteins
au feeling, quoi. Ouais. Comment tu mesures, toi, tout ça? Parce que tu me parlais de mesure, là, justement. Comment tu mesures la totalité de tes investissements? Genre, par exemple, tu me disais que la machine à shoot, ça a vraiment changé. Est-ce que tu le mesures sur ton aisance au sport, qui est un En vrai, je critère mesure pas non vraiment dans quantifiable? l'absolu. En fait, je mesure des choses intermédiaires, mais pas de choses finales. Parce que le basket, c'est pas un sport qui est facilement quantifiable. C'est quoi un bon basketteur? Et d'ailleurs, personne n'est d'accord, et c'est bien un des C'est problèmes, bien le débat, ouais. un des gros problèmes, parce que voilà, avec le coach, machin et tout ça, tout le On monde a demandera des à points de Max. vue différents. On demandera à Maxime qu'est-ce qu'il Bah, voilà, considère un bon basketteur. Je pourrais pense te dire qu'on en aura exactement pour ce 2 qui heures va de être- podcast. Sur plein de sujets, je peux te dire c'est quoi un bon basketteur selon Max, et que c'est pas du tout en adéquation avec ce que le coach va témoigner, on va dire. Pas forcément dire, il dira peut-être qu'il sera d'accord, mais dans la manière de fonctionner derrière, tu vois que c'est pas du tout les mêmes sujets. Donc le basket, c'est pas un sport de performance, donc pur et dur, hein, genre sprint ou compagnie, où on peut facilement dire c'est quoi un bon sprinter, bon, bah, c'est celui qui arrive le plus vite, quoi. Oui. Basket, on peut pas mettre un chiffre sur un truc. Alors après, oui, on peut voir des grosses différences, hein, quand il y a vraiment LeBron James, il vient jouer avec nous, il n'y aura pas de discussion, hein. D'ailleurs, Max vient jouer avec nous, il n'y a pas de discussion aussi. Oui. Ça, c'est clair. Mais après, le reste, c'est de la perception. Par contre, on peut prendre des chiffres sur des petites choses, quoi. Un bon cardio, un bon fond, une endurance fondamentale, Bonne détente. une bonne détente, toutes ces choses-là, ça vaut le coup, de temps en temps, quand c'est un point de focus, de le mesurer, de regarder. Savoir où est-ce que t'en es, quoi. Voilà. Et surtout, encore pire, quand c'est nécessaire à l'entraînement. Parce que la détente, par exemple, bon, on saute, quoi. Peu importe la valeur qu'on atteint, ça change pas l'entraînement en lui-même. Par contre, quand on fait du cardio, de la zone 5 et autres, ça va changer complètement l'entraînement d'avoir ou non l'information pour le faire. Qu'est-ce que tu penses que les sportifs, parce que toi, tu as quand même bien poncé le domaine, qu'est-ce que tu penses que les sportifs en basket, uniquement en basket, et après on le fera en général, tu vas faire en basket et après en général, comme ça sera intéressant de comparer, le plus de retour sur investissement, qu'est-ce qui selon toi serait la pratique qui te fait perdre le plus de gains? Par exemple, imaginons j'ai 1 heure, 2 heures par semaine de basket. Qu'est-ce qui, pour toi, il faut absolument le pas plus le faire? facile à travailler au final, parce que c'est pas forcément le plus, mais le plus facile à travailler souvent. Alors ça dépend du niveau, mais c'est le physique. Donc toi, tu penses que c'est facile, c'est Ouais, retour physique, sur investissement garanti, Mhm. courir plus longtemps, plus vite, l'explo. Alors ce que quasiment personne fait, c'est la plio par exemple, Ouais, c'est... la pliométrie. Alors que c'est que ça. Alors que voilà, si le gars il fait, parce qu'il y a des fois il y a des gars ils font 30 km par semaine de fond, quoi. Au basket, franchement, l'intérêt il est vite limité, quoi. Alors c'est pas forcément c'est pas un mauvais truc. On va progresser, et ça donne un peu de récup et tout ça, c'est intéressant. Mais le rendement il est pas au fou, quoi. Par contre, on fait 3 ou 4 fois 15 minutes de plio dans la semaine, ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça peut être des accélérations, ça peut être les appuis aussi ou des choses comme ça. Et là, la diff, franchement, le rendement il est assez élevé et la diff, elle peut vite débloquer certains gars qui auraient déjà des qualités dans d'autres domaines. Et voilà, ça c'est vraiment pas le truc. Parce que tout le monde va faire de la muscu par exemple. Ça, c'est plus classique. Mais la plio, ça c'est un truc que personne n'en fait quasiment, quoi. Alors que c'est dommage parce qu'on a le moteur, mais on n'a pas ce qui permet de le transférer, même, quoi. Tu vois, du pistol squat ou tu sais, le Cossack squat, là. Ouais. Ça, c'est des trucs que personne ne fait. Enfin, bref. Donc, toi, ça serait faire beaucoup de cardio, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le sport, juste pour se dire que tu fais du sport. Bah là, c'est facile à rendre. Ça, c'est facile à rentabiliser, quoi. Parce que, par exemple, la dresse, c'est un volume horaire complètement différent pour avoir du progrès, quoi. Si on fait 2 heures par semaine de shoot, tu seras jamais bon. À la fin de l'année, je suis pas sûr qu'on voit une différence qui soit. Non, alors, bon. c'est de l'ordre du pourcent, quoi, du petit. Alors, si on fait ça de manière cohérente et pendant 5 ans, là, il va y avoir une grosse diff, quoi. Vraiment un truc. Mais par contre, sur 1 an. Sur le long terme, ça ira, mais il faut vraiment faire beaucoup plus, je crois. Et après, en plus, il faut avoir les opportunités de shoot derrière, il faut encore avoir la logistique, que le shoot il soit exploitable, quoi. C'est encore un autre truc, quoi. Il me semble que Wilkinson, tu vois qui c'est Wilkinson en rugby? Johnny Wilkinson, il faisait 150 pénalités par jour, lui. Ouais, bah oui. Voilà, le mec était complètement zinzin. Mais 150 pénalités par jour, il faut les faire, quand même. Bah, au basket, il y a moi j'ai oublié son prénom, Pritchard, qui est connu pour être un gros bosseur, c'est 6000 shoots semaine. 6000 shoots. Ouais, ça paraît dingue. C'est bon, pas tant que ça, c'est leur métier après. Oui, bon, après c'est le métier, mais pour un amateur, tu vois, 6000 shoots, déjà, caler ça dans la semaine, faut déjà y aller, quoi. Tu vois, ça serait déjà, je pense... Bah après, en fait, on a un gros problème, nous, c'est l'accès aux salles.
Ouais. En fait, tu n'as juste pas la salle pour le faire déjà. Donc, Tu parles en France ou tu parles de manière générale dans le basket? En Europe, ouais. Ouais, bah tout est à la mairie. C'est ça. Tout est public. T'as pas accès quand tu veux. T'as pas de salle privée chez nous, quasiment pas. Il y en a quelques-unes, mais c'est rare. Il y en a beaucoup aux États-Unis? Des salles partout. Tu peux avoir accès partout quand tu veux aux États-Unis. Ok, ouais. C'est vachement facile. Et après, voilà, si tu as une salle que tu peux faire du volume, aux États-Unis, tu vois, quand ils sont à NCAA, par exemple, à l'université, quoi, c'est les gars, ils font minimum 3000 shoots semaine, quoi. Les shooters. Ok. Ouais, ça paraît alors qu'ils font des études en parallèle. Hein, oui. Même s'ils ont sûrement des aménagements. Mais, Et tu t'organises comment, toi, ta semaine, par exemple, par rapport à ton... Tu fais combien de volume horaire en basket? Alors, ça change, moi, parce que comme j'étais blessé, comme j'ai les genoux qui viennent, qui repartent, qui reviennent, ça dépend de pas mal de choses. Puis ça dépend aussi de l'activité professionnelle, si j'ai du temps, moins de temps, des choses comme ça. Moi, j'ai aussi entre 15 et 25 heures semaine. De basket ou de pro? Non, de sport complet, quoi. Okay. Un truc général. Très gros volume. Voilà, pour un amateur, ouais, très gros volume. Pour un basketteur, encore plus gros volume, parce qu'en général, c'est pas les sports les plus... Autant, par exemple, sport de combat, les amateurs qui boxent, ils vont très vite à faire 4 heures par jour, quoi. Autant au basket, c'est moins classique quand même. Donc, ouais, gros volume. Et après, ça dépend. C'est assez... Pour pas que ça soit trop une gageure au quotidien, quoi, moi, je garde une certaine souplesse. Je fais jamais de plan préétabli, je change en fonction de ma motive, mon état d'âme, mon accessibilité. Beaucoup à l'instinct, beaucoup sur le... Je veux garder une souplesse parce que, par exemple, si j'ai accès à la salle, je vais aller faire du shoot. S'il fait beau dehors, tu vas aller jouer avec je vais aller shooter, même s'il fait -5. Moi, je vais shooter sur le terrain extérieur parce que s'il fait sec et tout, je vais profiter. Par contre, si à l'inverse, je vois qu'il pleut alors que je m'étais dit que j'irais shooter et voilà... je vais faire de la muscu à la place, ou je vais compenser par autre chose, ou je vais travailler de dribble à la maison, quoi. Donc là, tu es plus, selon toi, basketteur pro ou entrepreneur? Là, tu es à 25-25, 50-50? Non, je suis plus, alors pas basketteur pro, mais sportif de bas niveau, ouais. Donc, ouais. plutôt dans une logique... Dans ton organisation de semaine, tu vois, est-ce que tu t'organises plus en disant ma semaine et une semaine de sportif pro? Limite, je mets d'abord le sport. Et après, moi, je télétravaille. Je peux travailler matin, nuit, n'importe quand. Oui, c'est quand même je suis pas trop sur des sujets. Donc j'ai une souplesse organisationnelle assez d'horaire de bureau. Quoi. Et donc voilà, je peux... Mais non, souvent, je commence par placer mes trucs de sport et ensuite, après, je me laisse. Donc, tu as quand même une certaine routine d'entraînement ou pas? Non, du tout. Pas du tout? Aucune. Tu n'as aucune routine, même je suis très mauvais à être routinier. Okay. D'accord. Donc, zéro routine, plus à l'instinct, plus à la sensation? Plus à l'optimisation du dernier moment, quoi. On regarde les cartes qu'on a, on essaye de jouer avec. Si le jour-là, on a pas mal au genou, on va faire une séance de muscu. Okay. Si on a de l'énergie, on fait ça. Si on est crevé, on passe sur du shoot pur. Et comment tu vas gérer, par exemple, les moments où tu vas avoir une baisse de motivation et au final, tu n'auras plus du tout envie de... je sais comment je marche pour la motivation, donc j'ai juste à régénérer la motivation. Donc, te prendre une bonne raclée. Une bonne raclée, ouais. Voilà, je vais jouer une bonne daube, une session bien mauvaise, un gars nul qui me met une raclée, et ça suffit pour que je suis reparti pendant 2 mois. N'importe quelle info négative va me relancer. Et à l'inverse, par contre, n'importe quelle info positive va me freiner. Ok, donc si je fais un gros match, niveau. Si je fais un gros match, par exemple, il y a un monde où tu arrêtes le basket pendant une semaine. Je vais me dire, tiens, mon niveau est pas si dégueu au final. Pourquoi pas besoin d'investir autant, quoi. Calmons un peu le jeu. Et voilà. Ouais, de toute façon, c'est l'éternel débat hein, quand tu fais du sport. Les jours où tu es tellement nul, tu te dis, allez, je reprends tout de A à Z, je reconstruis. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Là, je me faisais rouler dessus au sport et je me suis dit, allez, je me remets à fond. Je me reprends tout, je renote tout. Et au final, ça a payé. Parce que du coup, là, je suis plus dans une phase entre guillemets d'aisance, parce que je suis quand même au début de l'apprentissage. Mais j'ai eu un moment où, tu vois, je me suis senti à l'aise. Ouais. Et là, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, tranquille. Puis finalement, je me suis roulé dessus par les mecs que j'avais roulé dessus il y a 3 semaines. Je me suis dit, oula. Là, il faut recommencer. Il faut recommencer tout. Et puis quand ça fait 3 fois de suite que tu roules dessus, les gars, vraiment, et après tu changes de niveau. Ouais.
Tu passes un niveau au-dessus, puis tu recommences. Tu fais encore rouler dessus. Et puis voilà, c'est le même. C'est toujours le même truc. Même rengaine. Comment tu parlais d'un investissement, je rajoute juste un truc. J'ai fait 1 heure de coaching avec un coach anglais que je suivais sur YouTube, américain, que je suivais sur YouTube. Et ça a été un super investissement. Un coaching de quoi Une visio avec un gars. En fait, je suivais toutes ses vidéos, j'adorais parce que le gars est très pragmatique, très simple. Parce qu'en général. C'est qui le gars ? Il s'appelle Corey, c'est The Mid-Range Coach sur YouTube. Ok, je connais pas. Et en fait, une fois, je regarde ce qu'il fait, je dis, il fait des vidéos en ligne. Je vois que les visios, le tarif, c'est pas un truc genre imbuvable, quoi. Je me dis, tiens, allez, je me motive, je prends un truc avec lui, on verra bien ce qu'il raconte. Après une phase de baisse, du coup. Non, j'étais dans les logiques parce que comme mon coach pro me disait des trucs et je me retrouvais pas, j'arrivais pas à comprendre la logique. Et je me disais, est-ce que c'est un point de vue? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que machin? J'avais besoin un peu d'être guidé sur des trucs un peu plus abstraits, métaphysiques, quoi. Et donc voilà, comment dans l'équipe, machin, comment ressortir et tous les trucs comme ça. Et en fait, j'ai fait la visio avec le gars là. Alors, par contre, avec les horaires, j'ai fait ça la nuit avec lui, quoi. Je sais plus, de 23h à minuit et demi ou un truc comme ça. Ouais, je vois genre. Et franchement, c'était 1 heure qui m'a reboosté de fou parce qu'il m'a enlevé plein de trucs. De croyances. J'aurais peut-être mis 1000 ans à avoir une certitude en fait et d'avoir un autre gars qui avait un point de vue un peu similaire. Au final, il m'a rien de ce qu'il m'a dit était révolutionnaire. Mais en fait, c'était la validation. Tu l'as entendu de quelqu'un d'autre, mais à la limite, tu le savais, quoi. Je le savais, mais sans être sûr, quoi, en disant c'est mon feeling, mais bon, je suis pas non plus. Ok. C'est basé sur pas grand chose. Et hop, il me disait sur pas mal de sujets, il me disait la même chose. D'autres trucs qu'il a étayé, il l'a expliqué différemment, machin. Et ouais, je vois, en fait. Et ça, franchement, ça a été 1 heure très bien investie. Là, vraiment pour 1 heure, tu vois, un temps très court, un one shot, ça a été. C'est vrai que moi, je me bien. dis souvent, tu vois, j'aimerais bien me voir de l'extérieur. Et tu vois, et pouvoir me conseiller moi-même, tu vois, parce que je sais que si je me vois de l'extérieur, en fait, j'arrive à régler mes problèmes directement. Mais comme c'est mes problèmes, en fait, j'arrive jamais à les régler. Ouais. Et tu vois, là-dessus, j'ai parfois des moments où j'arrive pas à prioriser. Tu vois, j'en parlais hier avec ma copine, et j'arrivais pas à prioriser, alors qu'en fait, elle me regarde, elle me dit, mais attends, mais Pierre, t'as juste à faire ça. Comment ça se fait que toi, t'arrives pas à faire ça? Tu me fais halluciner. Il y a des fois, tu fais ça, c'est à un niveau là, et là. C'est une question toute bête et t'arrives pas à la prioriser. Donc effectivement, le fait d'avoir un œil extérieur, et c'est là-dessus où je pense que le coaching peut apporter pas forcément de l'expertise. Alors tu as des coachings, on va dire, d'expertise. Tu vois, je pense que Maxime, il t'a changé des choses et il t'a apporté énormément de choses techniques. Mais ce mec-là, l'Américain, pour le coup, il t'a changé plus l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'il y a 2 coachings qui sont... C'est stratégique, en fait. Ouais, moi, c'est comme la boîte, en fait. Il y a des choses opérationnelles pures. Ouais. Bien faire une com, bien faire son produit, bien développer, machin. Et puis, tu as des choses stratégiques. C'est dans quelle direction on va. Mais c'est vrai que la fois où on s'est vu, tu te souviens, où je t'avais posé des questions pour le cabinet, tu m'avais dit, mais Pierre, stratégiquement, si tu dois faire ça, fais-le. Et en fait, on avait mangé 1h30 ensemble, et en 5 minutes, c'était réglé, quoi. Mais parce qu'en fait, je l'avais entendu de l'extérieur, et du coup, ça m'avait changé ma vision des choses. Ça m'amène à la question un peu touchy. Comment tu choisis tes priorités dans ton entraînement ? Ouais, c'est assez. C'est basé sur ma dernière expérience. Okay. Donc, si j'arrive, je suis en match, en fait, tout d'un coup, je me dis tiens, ce shoot-là, je l'ai eu. J'ai eu 2 options de ce shoot-là. J'ai pas été bon sur ce shoot-là, sur mes appuis, mes machins, mes trucs. J'ai mal. Ok, je vais bosser ça. Si la dernière fois, par exemple, un autre, je sais pas, il y a 2 mois, je défendais dur, je courais comme un fou, je me suis retrouvé cours de jus, quoi. Je me suis dit, alors là, on repart sur le cardio, parce que là, en fait, c'est vraiment de l'expérience pure et dure. Et pareil, il y a la frustration aussi, quoi. Aussi, oui, puis après, il y a un peu de logique qui se rajoute, quoi. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que pas le coup, machin. Mais c'est vraiment, on essaye, on corrige. C'est vraiment des cycles itératifs, quoi, pour reprendre encore la manière dont les startups. T'as quand même un plan long terme ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. T'as pas du tout de plan long terme ? Non, et je pense que ça sera une limitation dans le futur, parce que plus je progresse dans tous les domaines, plus c'est dur de maintenir les niveaux dans les domaines. Ouais. Donc quand on a un niveau vraiment nul dans chaque domaine, 5 minutes de trucs, ça marche, quoi. Mais par exemple, le cardio, si je fais vraiment plus de cardio maintenant, parce que je passe sur autre chose, nul en cardio. Et tout d'un coup, mince, le cardio est recule. C'est atroce. Ouais. Et donc,
Donc voilà, de plus en plus, je pense qu'il faudra être de plus en plus, avoir un plan, être plus structuré pour avoir au moins la base minimum pour conserver les acquis dans les autres domaines qui sont pas en la priorité en ce moment, quoi. Après, tu es obligé de perdre à un moment. Tu vois, moi, quand je m'entraînais en CrossFit, tu as la gym, le cardio et l'haltéro, la force. Ouais. Dès que tu faisais les cycles haltéro, en fait, tu prenais du poids, tu prenais Après, du t'as les steak. voilà. Donc, en cardio, tu bon. prenais les burpees, t'étais charrette. Et à l'inverse, en gymnastique, tu montais plus. Donc, du coup, tu refaisais de la gymnastique et t'étais beaucoup mieux en gymnastique, mais t'avais délaissé les barres. Donc, forcément, tu perdais tes barres. Donc, ça, c'était un enfer. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'était compliqué. Donc, ça, c'est pour tes priorités. Et pour ta prévention des blessures, là, je pense que tu as screené tout PubMed. J'étais très bon dès le début, parce que je me suis blessé instantanément dès le deuxième entraînement de basket. Sur une blessure qui dure toujours. Alors, c'est sûrement les conséquences de la blessure plus que la blessure, mais il y a eu 2 phases. Il y a une première déchirure musculaire du quadri. Je me souviens, ouais. Du quadri. Deuxième entraînement au bout de 3 minutes. Alors, c'est même pas. Je pense que mon corps était vraiment pas prêt du tout à faire d'exo, quoi. Puis t'étais de manière générale, quoi. Mais non, pas du tout. En plus, même pas le. Alors, sur cet élément vraiment, sur le fait générateur, non, quoi. Alors, peut-être que j'avais déjà accumulé beaucoup de fatigue la semaine en faisant du vélo, de la course, de la marche, du machin. Alors, c'était vraiment un sport tranquille, mais quand même beaucoup de volume. Tranquille, et donc mon corps il a lâché direct par l'accumulation des trucs. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment au bout de 3 minutes de l'entraînement, on était en train de juste de faire des shoots sans aucune intensité, j'étais pas en mode foufou du tout. Donc là, le muscle détente et pam, ton droit fémoral. Voilà, c'est ça, sachant qu'il est devenu ultra contracté. Après, je pense que je me le suis claqué peut-être en 2 phases, mais bon, soit, c'est pas l'intérêt de rentrer dans le détail de ça. Et par contre, la conséquence qu'il a eue, c'est que après, j'ai mon genou qui a lâché parce que j'ai continué à faire du sport comme si de rien n'était pratiquement, malgré le fait que le muscle était coupé là. Et j'avais pas de mal, j'avais pas de douleur, donc j'ai continué, sauf vraiment quand j'étais à l'extrême, quand je poussais vraiment très fort. Donc j'ai continué. Je pense que ça a peut-être créé un climat un peu instable pour le genou. Et là, c'est le tendon qui a pris. Donc là, c'était une autre. Et après, c'était toute une histoire. Un autre sujet, quoi. Et donc voilà. Donc là, j'ai découvert les blessures, la prévention, d'où les étirements, d'où la nutrition aussi. Parce que là, alors, c'était pas la prévention, c'était de la correction là, pendant longtemps, tout le temps où je suis venu te voir gestion aussi. Gestion du volume et tout, ouais. Pour bosser, gestion du volume, sachant que ça restera toujours un de mes mystères, c'est le repos. Moi, je suis pas trop repos. Et donc, sur ce point-là, je suis vraiment. Je crois que 25 heures par semaine, et je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont compris que le repos, c'était pas la priorité numéro 1. Ouais, puis le repos, c'est un mot bagage, on met tout dedans, quoi. Mais on repose quoi, tu vois? On repose le cardio, on repose les muscles. Alors, il y a souvent des stratégies un peu... comme on sait pas trop, on se repose, quoi. On fait un truc. Et comme c'est mal défini, moi, je suis pas trop... voilà, c'est pas trop... Et donc ça, sur le repos, je suis vraiment nul. Par contre, après, de toute façon, comme naturellement, la muscu, c'était le truc le plus facile à développer parce que c'est plus accessible et autres. Bon, c'est quand même le truc numéro 1 de la prévention, quoi. Tu rajoutes la nutrition, tu rajoutes le stretching et que t'avais pas déjà pas mal. Avant. Rien de nutrition, tout ça. Rien spécifique. Rien. Et donc là, tu conseilles un sport. Tu vois, imaginons, il y a un gamin de 16 ans, il fait 2 fois par semaine du basket. Est-ce que tu lui conseilles de prendre un abonnement en fitness park pour faire de la... carrément. C'est quasiment aussi le premier truc, et surtout de 16 ans. C'est parce que ça va être le passage en général, si c'est un basketteur, il va être assez grand, il va être tout fin. Oui, on en a au cabinet. Voilà, ça va être une ablette toute fine. Il va arriver en senior. Il va arriver contre des mecs beaucoup plus tankés. Il va se faire trimballer dans tous les sens, casser en 2. Parce que ça reste un sport de contact et assez violent, malgré ce qu'on imagine. Et donc là, il faut gonfler, quoi. Okay. Il faut gonfler pour pouvoir... Et imaginons, si je reprends le parallèle avec l'application et la boîte que tu as créée, si tu devais créer une app, globalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien en basket, tu vois, un mec il a fait 2 sessions de basket, il veut s'y mettre avec la même intensité que tu as, mais il n'y connaît rien. Comment tu créerais, on va dire, cette app? Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Il y aurait plusieurs pôles Une approche vraiment transverse, je pense, parce qu'il y en a plein des apps qui existent. Et elles sont souvent focalisées sur les trucs vendeurs, entre guillemets, ce qu'on appelle les drills au basket. Et donc, des gars qui dribblent en statique entre les jambes, des trucs comme ça. Dont, alors, la transférabilité sur le terrain est quasiment 0, quoi. Genre l'araignée, tu vois.
Ouais, c'est ça. On dribble entre les jambes, on bouge pas, on machin, on dribble sur le côté, on dribble dans le dos. Bon, ça aide, c'est sûr que ça aide à la manipulation du ballon et un peu, mais en vrai, en match, on fait jamais ça, quoi. Donc, en match, c'est des trucs vraiment basiques. Ouais. D'ailleurs, tu vois, le youtubeur que je suis, il dit toujours full speed right, full speed left. Ça veut dire, on va à fond à gauche ou on va à fond à droite. Ouais. On fait pas, comme on a vu à la télé, les highlights, entre les jambes, on tourne, machin. Ouais. Ça, c'est réservé à 4 joueurs à la NBA, quoi. Hein, et on parle vraiment des meilleurs, hein, des 4 joueurs, pas de plus. Et donc, vraiment, plus une approche transverse. Faire des shoots, bon, ça forcément, faire du physique, faire de la nutrition, voilà, tous les petits conseils pour, pareil, augmenter son niveau par de ceinture blanche, ceinture jaune, dans tous ces domaines-là. Ensuite, on passe au fur et à mesure les niveaux, quoi. Genre ceinture blanche, ceinture jaune, si tu fais parallèle, pour toi, la ceinture blanche du basket, pour l'avoir, tu l'as comme ça quoi. Et la ceinture jaune, pour l'avoir, il faudrait quoi? Après, c'est gérer le shoot Non, mais alors déjà, même après, ça dépend quel niveau combien d'étapes on définit pour arriver. Mais déjà, dribbler un peu main droite, dribbler un peu main gauche, le lay-up, le shoot de base du basket, lay-up, après pas forcément main gauche le lay-up, mais après mon fils il a commencé le basket cette année, voilà, je vois bien qu'il y a beaucoup d'étapes. Dribbler sans regarder la balle, ça c'est encore une étape d'après. Faire des passes tendues, les différents types de passes, il y a plein de choses. Je me souviens que quand j'étais au lycée, je crois en seconde, j'avais été voir les Harlem Globetrotters. C'est avec un pote à moi d'enfance, Guillaume, que j'embrasse s'il écoute. On faisait les araignées, tu vois. On allait, tu sais, au skatepark du coin, et il y avait un petit coin basket, et on faisait des araignées comme ça. Le plus rapidement possible, et après on essayait de faire des dunks, mais tu sais, on faisait, j'avais même pas encore atteint ma taille max, quoi. Et on se sentait trop chaud, tu vois. Je me disais, je vais éclater tout le monde. Et là, basket au lycée, et il se passe rien, parce qu'en fait j'étais nul, je voyais rien, je savais pas faire les passes. Alors tu sais, tu réceptionnes le ballon, puis moi je faisais 8 pas, tu vois. Et le prof, en plus c'était un prof, il était à mourir de rire, mais il nous engueulait, il nous gueulait dessus, il disait non mais t'as pas compté et tout, enfin c'est 3 pas, tu vois. Alors j'ai même pas compris ça, tu vois. Et c'est 2 pas, voilà, tu vois, encore pire. Et 3 c'est le hand. Laisse tomber. Donc effectivement, les petits drills ne servent pas grand chose. Mais donc ça c'est surcoté complètement. Qu'est-ce que t'aurais comme indicateur, on va dire? Il n'y en aura pas. T'en auras pas. Non, c'est un sport. Moi, j'appelle ça les sports complexes. C'est-à-dire qu'il y a tout qui se mélange et c'est l'usage que t'en fais. C'est comme une recette de cuisine, en fait. Est-ce que 3 grammes de sel, c'est bon? Ça dépend de la recette, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas d'indicateur facile. C'est beaucoup de l'analyse de mouvement, quoi. Si tu mets plein de trucs, si ça s'emboîte bien et que tu arrives à trouver ton petit truc, tu peux être super nul, être 0 dans quasiment tout, mais bien te dépêtrer parce que tu maîtrises bien un truc que tu arrives à ressortir à chaque fois, quoi. Et à l'inverse, tu peux être un monstre avec 1 million de trucs, tu vois, et tu n'arrives pas à les sortir en match pour plein de raisons, parce que ça se présente pas, parce que tu n'as pas le premier truc qui déclenche, parce que, voilà, peu importe, et faire rien, quoi. Tu vois. Donc, y a pas on peut pas mettre un indicateur facile sur un truc complexe comme ça, tu vois. Ok. Ouais, c'est plus... c'est vrai que c'est un sport qui est difficile à quantifier. D'ailleurs, je crois, tu sais, dans le film avec Brad Pitt, là, tu sais, le stratège, tu sais, quand il parle du développement, en fait, c'est un film, je sais pas si c'est avec Brad Pitt, hein, je crois que c'est même pas avec Brad Pitt ou DiCaprio, enfin bref. Ouais, c'est peut-être C'est dans le baseball, tu sais, où il commence à se dire, bah lui, il prend les bases, lui, machin, et en fait, le gars, il arrive, et tous les mecs sont à l'ancienne, tu sais, et il dit, bah voilà, lui, on l'aime bien et tout, donc on va le faire jouer ce week-end. Et lui, il dit, bah en fait, non, on va pas le faire jouer parce que pour l'équipe en face, qui ont tant de stats, et le mec, il fait que des stats et que des probas, tu sais, sur les joueurs, et il dit... le basket, c'est devenu ça. Hein. C'est devenu ça. En fait, alors il y a des choses à l'inverse, c'est très quantifié. Alors, te dire c'est quoi un bon joueur, je sais pas. Tu vois. Par contre, un mauvais, dire, est-ce que le gars il a bien joué, je sais. Ouais. Tu vois, c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de règles maintenant, c'est très simple. On dit toujours au basket maintenant, tu vois, qu'on veut des gens qui shootent à 2 points à 60% ou des shooters à 3 points à 40%.
Donc, c'est les probabilités de marquer, quoi. Et c'est clair que si tu arrives à faire un match et à shooter à 60% dans un match, tu fais un très bon match. À 2 points, ben, tu fais un carton, quoi. Tu vois, c'est indiscutable, quoi. Donc après, à 2 niveaux, c'est inatteignable. Hein. 40% à 3 points, c'est inatteignable encore plus, quoi. Mais ça, tu arrives facilement à quantifier. Par contre, c'est quoi un bon basketteur? C'est pas pareil, en fait. Il y a plein d'autres choses, tu vois. Après, tu peux même truquer le truc, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui marquent 20 points, mais par exemple, au dépend de la défense. Ouais, ok. C'est-à-dire il part super vite en transition, donc il est tout seul de l'autre côté. Je te donne un exemple tout bête. L'autre est en train d'attaquer et t'as un gars qui reste de l'autre côté du terrain. Une aberration au basket. Hein. Oui. Mais c'est une aberration. Mais tu fais ça, tu vas marquer des points. Parce que dès que c'est fini, donc au final, tu vas les autres, biaiser ils tes savent. stats. Bah en fait, au dépend de ta défense, c'est-à-dire que tu vas prendre plein de paniers faciles parce qu'il manquera un mec en défense. Tu vois? Mais par contre, tu vas marquer 20 points. Ok. Donc est-ce que tu penses que tu as des joueurs actuellement qui font cette stratégie pour justement faire monter leurs stats et après se faire sélectionner par des grosses équipes en mode lui il marque tant de points de moyenne sur un match. Alors t'en as plein de joueurs qui le font dans tous les niveaux, tous les équipes, tu vois. Après je pourrais pas te citer un joueur, mais par exemple je sais que souvent quand ils regardent les joueurs qui sont vraiment ouf en NBA, est-ce qu'il va être MVP, GOAT ou pas, c'est encore plus le meilleur joueur de tous les temps, quoi. C'est ce qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il fait gagner son équipe. Parce que tu peux avoir des stats de ouf, il y a des joueurs qui ont des stats de ouf et qui font pas gagner leur équipe. Ouais. Donc c'est une manière indirecte en fait de quantifier ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que si tu fais vraiment gagner ton équipe, tu marques tes 40 points et en plus tu mets des raclés, quoi. La beauté du sport d'équipe, quoi. Mais c'est aussi le truc le plus frustrant parce que quand tu as un problème dans l'équipe et que tu n'arrives pas à le quantifier, bah vas-y pour trouver ce que c'est. Parce que tu peux avoir un mec trouver le maillon faible. C'est ça. Mais après c'est mais tu pourrais avoir un mec qui met 40 points et que l'équipe elle gagne pas parce qu'il shoot tous les ballons. 100% des ballons, tu vois. C'est ça que je trouve qui est un peu frustrant dans le sport d'équipe, c'est qu'en fait, c'est pas dépendant de toi. C'est pas dépendant de toi. Et pas moi, que de toi. Alors ça, moi, je deviens fou avec ça. Hein. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a fait arrêter les sports d'équipe. Je peux plus faire de sport d'équipe. Je te comprends, je te rejoins, parce que c'est la partie la plus frustrante de très loin et la plus... c'est un truc... L'aspect social du sport d'équipe est aussi important et aussi critique. Et d'ailleurs, le coach que j'ai eu pendant 1 heure, c'est ce qu'il m'a expliqué, quoi. Lui, il avait plein d'astuces il faut se mettre en avant, il faut se valoriser. C'est comme un peu, c'est le même parallèle que quand tu es dans une grosse boîte. La politique de l'entreprise. C'est la même chose. Donc si tu as des gens en place, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être aussi bons que toi, parce qu'ils sont déjà en place. Ouais. Alors justement, j'avais mon coach de rugby à l'époque, alors il était bien là-dessus, bon, pas forcément bien sur d'autres aspects, mais en gros, lui, il valorisait le travail, tu vois. Donc, par exemple, ça c'est super. Le mec... Ils s'en foutaient d'aller... Tu vois, on faisait des fois des déplacements de ouf. Hein. Et par exemple, si tu étais sorti la veille, que tu avais mis une photo sur Instagram, que tu avais fêté ton anniv et que tu arrivais charrette le lendemain et que tu n'étais pas venu aux entraînements parce qu'en fait, tu préparais ton anniv, tu avais beau être le meilleur joueur de l'équipe, il te mettait pas dessus, il te faisait jouer 5 minutes. Ça, c'est génial. Et ça, c'était à l'époque, je comprenais pas ça, tu vois. Ouais. Je me disais... bon, moi, c'était cool, je venais à l'entraînement, donc je jouais quasiment tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai que pour ceux qui avaient fait des grosses perfs... Il favorisait le développement plutôt que le résultat. Et le pire, c'est qu'on perdait. Parce que du coup, ils mettaient que les cancres sur le terrain. Tu perds la première année. Si tu veux, ils préféraient perdre avec que des mecs qui ont bossé que gagner avec des gens qui bossent pas. Tu perds la première année. Mais les années après, au fur et à mesure, ça commence à payer au bout d'un moment. Ça commence à payer. Alors, j'ai pas suivi tout le truc. Après, il a changé de club parce que du coup, ça faisait un peu de grabuge. Mais c'était une belle vision des choses. Tu vois, je comprenais pas trop ça quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que maintenant, je le comprends un peu plus. Enfin, je comprends un peu plus sa vision des choses. Donc, effectivement, le basket, compliqué de quantifier tout ça. Est-ce que tu penses que l'IA, avec tu vois, l'analyse de mouvement, tout ça, je sais que ça arrive beaucoup en kiné, est-ce que tu penses que ça va être un changement vraiment significatif dans le basket, comme il y a eu le changement avec les stats et la catégorisation des joueurs, ou pas? Ça va permettre justement de ressortir très rapidement des choses comme ça, quoi. Classification de vidéos automatique, il a pris tel shoot, tel pourcentage, il a pris tel truc, tel machin.
ça va tout seul, quoi, tu vois, et t'es pas obligé. Moi, j'ai fait sur un match dernièrement, là, j'ai fait les stats de toute l'équipe un par un pour avoir les pourcentages de shoot et tout, quoi. Et tu Ça leur as prend envoyé 2 sur heures, le groupe quoi. WhatsApp après en leur disant J'ai au pas fait, envoyé, j'ai gardé pour Alfred. moi. C'était pour moi, en fait. Non, mais j'ai pas été au bout du truc, justement, parce que j'aurais très bien pu dire, t'as vu, regarde, l'autre, il joue 35 minutes et il est à 12% de réussite, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ouais. Mais c'est pas du tout l'esprit, c'était pas du tout la logique, en fait. La vraie logique qui a fait faire ça, c'est pour moi, en fait. Pour Comme comprendre moi, je suis un comment tu gros fais. bosseur, et en gros, général, les gros bosseurs, ils ont un problème, c'est qu'ils ont une sorte de trac, c'est-à-dire que dès que tu rates 2 shoots, tu te dis, ça y est, c'est mort, en fait, tu vois. C'est pas bon, on n'est pas au bon niveau, il faut continuer à bosser, tant qu'on marque pas tout. Mais en fait, le basket, c'est un sport d'échec, hein, c'est-à-dire que plus souvent, tu rates que tu marques, quoi. Ouais. Et donc, il fallait que je quantifie ça, et c'est pour ça que je l'ai fait pour moi. Et là, je me dit, ok, bon, bah, s'il marque 20%, je suis capable de marquer 20%. Donc, quand j'ai le ballon, en fait, parce que en fait, c'est vachement dur d'évaluer en match. Tu prends un match, tu vas sur le banc, tu joues, peu importe, t'arrives à la fin, tu demandes qui c'est qui a fait un bon match. D'accord? C'est une Tout le monde catastrophe. regarde le maillot, tout le monde le. Ouais. C'est une catastrophe. Le gars, il va marquer 3 shoots de suite, tu dirais, il a fait un bon match. Et tu vas oublier complètement les 20 qu'il a ratés avant. Ouais, bah oui. Par contre, s'il avait marqué les 3 espacés de 5 shoots ratés, ce sera pas du tout la même chose, alors que le résultat est exactement le même. Hein. Ouais. Ta perception, elle est vachement compliquée, tu vois. Mmh. Et donc, c'était pour moi. C'était pour me dire, tiens, au final, je peux shooter, en fait. Je peux mettre 20% aussi. C'est pas grave. J'ai le niveau, en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que Donc, tu quand veux j'ai le dire. ballon, je cherche pas à le filer à quelqu'un d'autre. Je Ah, c'est prends ma beaucoup, responsabilité, tu vois. C'est beaucoup comme ça dans les sports d'équipe quand tu joues. Moi, je me souviens au début du rugby, tu vois, tu réceptionnes le ballon, tu vois, t'as une chandelle qui arrive, tu réceptionnes, là, tout le monde te regarde, tout le monde te court dessus. En plus, le rugby, c'est vachement oppressant parce que tout le monde te court dessus. Moi, je joue à l'arrière, donc je réceptionnais le ballon et là, je courais. Et c'est vrai qu'au début, tu sais pas quoi faire, quoi. Ou même, t'as une échappée, t'as un mec qui est sur l'aile, toi, t'es à l'aile. T'es à l'aile parce que en fait, tu joues. Physiquement, t'es pas au top, donc ils te foutent à l'aile, ils se disent c'est bon, allez, Pierre, il va aller à l'aile, ça va être tranquille. Et en fait, t'as un bison qui dépasse. Et en fait, effectivement, au début, t'as une grosse appréhension comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de temps avant de casser cette appréhension, de me dire, en fait, je suis pas mauvais, parce que j'étais bon à l'entraînement, mais en match, tu vois, je me trouvais nul. Alors, bon, de ce que je pensais être bon, hein, tu vois, par rapport à mon standard à moi. Et t'as des mecs, par exemple, je sais qu'il y a un gars dans mon équipe, il était ultra bon à l'entraînement, mais en match, il était tout le temps nul. Ouais, mais tout le temps. Ouais. Et par contre, à l'entraînement, même les sélectionneurs, ils disaient, putain, lui, franchement, il envoie et tout. Mais par contre, en match, il était nul. Donc, il y a quand même un protocole de... le fait de se calmer en match pour comment tu travailles ça, tu vois, le fait de essayer de te calmer, dire que ça va, t'as le niveau. Bah en fait, comme là, tu vas déjà faire des stats, déjà revenir sur du factuel. C'était une manière déjà de dire bon, ok, dans le fond déjà c'est comme ça. Ok. Donc maintenant que ça que c'est évalué, maintenant c'est quoi les autres problèmes. Donc je sais que par exemple, alors moi je suis meneur, hein, donc c'est moi qui ai la balle dès le début, je remonte, donc la balle je la touche. Mais est-ce que je la touche après? Tu vois. Et parce que je marque, moi je scorais vraiment pas beaucoup là dernièrement là. Et tu dis bah attends, est-ce que j'ai l'occasion de scorer déjà? On va venir dès le début, tu vois. Bon bah je calcule, 4 ballons touchés après les passes. Ok. Donc il y a vraiment pas beaucoup d'occasions pour que je score déjà. Bon alors est-ce que quand j'ai les ballons, est-ce que je refuse le ballon ou est-ce que je le joue? Ok, je le joue. Voilà. Et donc après pareil tu te codifies quoi. C'est-à-dire dans telle situation je fais ça. Tu te prépares mentalement Tu te fais un protocole. Tu répètes. Alors ça, je l'ai appris avec le sparring en boxe taille. Tu vois, t'imagines la situation droite, et tu fais hop, ok, j'ai la balle, il arrive, il est là, je vais là. Et j'ai la balle, il arrive, je vais là. Tu le fais 20 fois, tu le fais ça à chaque entraînement. Et puis le jour J, la fois d'avant, tu l'avais pas fait. Là, tout d'un coup, hop, une fois tu le fais pas, puis la fois d'après, tu le fais. Ça déclenche. Ton cerveau, il a fait le boulot pour toi. Quoi. Et puis après, tu le fais en réflexe. Et après, ça vient, tu vois, tu le fais une fois, ça marche. T'as un cycle positif qui se crée, quoi. Et Mais tu vois, le jujitsu, moi je fais du jujitsu, c'est que ça. Bien sûr. En fait, c'est que un sport d'échecs. Et en fait, à chaque fois que tu te fais défoncer, c'est dans des creux, ce que j'appelle des creux dans la chaîne. C'est mon coach qui appelle comme ça. En gros, tu as ta chaîne de compétences. Et si tu as un creux dans ton. Ouais, l'autre, il exploite, il arrive à l'exploiter. En fait, il exploite, tu crées du cadre, tu crées de l'espace. Ouais. Et en fait, t'es mort. Donc, toi, tu dirais que tu te concentres plus sur, pas forcément ton entraînement au quotidien, tu fais vachement au feeling, tu nous as dit. Par contre, tu t'entraînes, enfin, tu regardes beaucoup plus, si tu veux, ce côté, comment dire, je trouve pas le mot, mais le côté plan de jeu.
tu vois, ou plan de développement de ce que tu dois faire sur le match. Je regarde ce qui bloque à chaque fois, en fait. Tu vois. Ouais, donc quand même la chaîne de... C'est comme tu dis, c'est une chaîne aussi, en fait. C'est j'avance dans la chaîne au fur et à mesure. Et puis, tiens, là, j'ai bloqué là parce que là, je sais pas faire, il faut que je travaille. Ok, je travaillais ça. Ok, ça s'est amélioré. Le résultat, il est toujours pas atteint. Ok, comment je débloque l'étape d'après? C'est quoi l'étape d'après? Et on recommence un cycle. Évaluation, quelles sont les options? On regarde si on peut trouver des infos pour aller à droite à gauche. Je vais regarder 2-3 vidéos si je trouve un mec qui explique comment ils ont fait pour avoir un panorama un peu plus large d'options. Je commence à travailler dessus, mettre un peu en place. Ah mince, quand j'ai travaillé dessus, je me rends compte, bah non, c'est pas du tout comme j'imaginais, parce que ça n'arrive pas. Je te donne un exemple tout bête. J'avais travaillé ce shoot première intention, 3 points. T'arrives dès le début, première intention, 3 points, quoi. Bon, le coach m'oblige à distribuer la balle tout de suite. Tu vois? Donc la situation n'arrive pas, en fait. Oui, mince, du coup, tu travailles un shoot, mais en vrai, il n'arrive pas. Dans la situation là, il faut pas que je travaille celui-là. C'est pas ok. Bon, bah alors comment je fais? Eh ben, je change. Et puis voilà. Puis c'est un cycle itératif. Et après, tu dis c'est pas l'instinct en fait. Je fais pas l'instinct. C'est juste que je prends tous les éléments avant de décider ce que je vais faire à court terme. Pour avoir plus de souplesse, c'est plutôt itératif plutôt qu'à l'instinct. Tu vois. Okay. Plutôt que de me dire, c'est sûr que aujourd'hui cette semaine, je vais faire 10 000 shoots. Et au final, j'ai pas la salle et le truc il est déjà arrêté avant même de commencer. Tu vois. Tu prends ta chaîne, tu regardes ta suite d'actions. Tu regardes là où tu as été... La prochaine, juste. Hein. Même pas la suite. Ouais, la prochaine action. La prochaine, j'en sais tu rien. Regardes ta prochaine action et en fonction de ta prochaine action, tu fais un petit plan, un mini-plan, histoire de voir qu'est-ce que tu peux optimiser sur ce passage-là. Et je vois si ça avance un peu ou pas, je vois ça dans mon sens, ça va pas dans mon sens, je corrige, et puis ainsi de suite. Ok. Et donc, tu n'as pas de protocole bien spécifique pour chaque phase, tu vois, genre phase ça, t'as pas non, de protocole. Non, du tout. Pas pour l'instant, du moins. Ok. Ça reste par rapport à la longévité, est-ce que tu penses jouer encore longtemps? Est-ce que tu marches par lubie? Tu vois, moi, je marche beaucoup par lubie. 100%. Est-ce que tu dois encore faire du basket pendant 10 ans ou... Alors, je pense que je lâcherai plus, ouais. Je pense que je lâcherai plus. Parce que voilà, j'ai pas fait pendant longtemps. C'était quasi volontaire parce que je voulais plus... ne pas performer entre guillemets. Je pense que quand j'arrêterai, j'aurai un niveau qui me convient, parce qu'au bout d'un moment, je me dirais que ça sert plus à rien parce que comment dire, l'investissement il est de plus en plus grand pour avoir un gain minime, un gain de plus en plus petit, quoi. Hein. Donc au bout d'un moment, je sais très bien que je n'irai pas en NBA. Donc au bout d'un moment, je me dirais tiens, stop, ça sert plus à rien. Vraiment, ça devient vraiment trop ambitieux, trop fou, trop quoi que ce soit. Et par contre, je pense que ça restera... J'ai du plaisir, en fait, vraiment à jouer. Juste jouer. Ouais, donc voilà. Mais par contre, c'est clair qu'il y aura une autre lubie qui viendra entre-temps. Ouais. Et je repartirai sur X années d'autres choses. Ça peut être n'importe quoi. Mais ouais. Tu te vois comment physiquement, là, dans 10 ans? Toujours... pareil. Ouais. Pareil. Essayer de continuer sur la même lancée. Toujours 25 heures de sport je sais pas, ça dépendra encore. Non, tes articulations, en fait, moi je me suis dit, je sais pas si t'avais vu la série, je suis un peu plus vieux que toi, alors peut-être pas, mais qui s'appelait Le Caméléon. Non. Alors c'est une série géniale, tu la regarderas. C'est un gars en fait qui est ultra intelligent, vraiment un QI de ouf, qui a été élevé dans un centre spécial pour enfants ultra machin, donc il voit plus ses parents, plus rien. Et le gars en fait, il peut prendre un job instantanément. Donc il devient pilote d'avion un jour, direct, instantanément. Après, il est pompier, après, il est chirurgien, après, il est machin. Il s'appelle Jarod. Ok. Et en fait, américain, ouais. Et en fait, c'est une super série. Et puis, donc, les gars, il s'est barré de son centre et tout le monde essaie de le récupérer, quoi. Et ils n'arrivent jamais parce qu'il est trop intelligent. Et en fait, moi, je me suis dit, maintenant, ma vie, c'est Jarod. Sauf qu'un épisode, c'est 10 ans. Un épisode, c'est 10 ans. Moi, je suis pas le... Donc là, t'as déjà fait 4 épisodes de série? Alors là, j'ai fait un épisode de développeur, parce que mon premier métier, c'était développeur. Ça a duré une dizaine d'années à peu près. Hein. Deuxième épisode, c'était entrepreneur, une dizaine d'années. Là, j'ai mes 10 ans sportifs. Une dizaine d'années, voilà. Et dans peut-être un peu moins, parce que j'imagine peut-être physiquement, j'encaisserai pas pareil, tu vois. C'est un peu plus... Voilà, quand je vais rapprocher de la cinquantaine, à mon avis, ce sera plus compliqué. Et après, j'en ai aucune idée de l'autre épisode d'après. Mais tu veux pas nous faire un teaser, je sais pas, chirurgie Non, alors ça pourrait être biologie, par exemple. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Moi, chercheur. Ça pourrait, faire un doctorat à 5 ans c'est un truc. Ça peut être sympa, je sais pas. Mais franchement, ça me tombera dessus. Et puis après, peut-être à ce moment-là, j'aurais peut-être plus envie. Et je serais peut-être en mode à l'inverse, juste profiter. Planche à voile. Ouais, peut-être. Aucune idée.
Ok. Et pour parler vision long terme, conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui est, on va dire, dans l'épisode de Jarod, il est à la fin de son épisode de travail, d'entrepreneur, on va dire, et il veut passer dans l'épisode sportif pour 10 ans. Qu'est-ce que tu lui donnes comme, comme moi, conseil, le premier là conseil que j'ai pas fait et que si je devais changer, c'est peut-être ce seul truc que je changerais parce que le reste, se planter, ça fait partie du chemin, quoi. Si on te donne la réponse avant, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est pas drôle. Non, mais non seulement c'est pas drôle, mais en plus, c'est pas. Si tu l'as pas vécu, si t'as pas payé de ta personne, elle sert à rien la réponse quasiment, en fait, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas que l'enseignement, c'est pas la solution, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et quand tu le fais pas, ça a coûté ça. Qui fait que la solution, elle est vraiment. Mais un truc que j'aurais dû faire et que voilà, si je devais recommencer, je ferais différemment, c'est avant de reprendre le sport comme un débile. Surtout un sport qu'on ne maîtrise pas l'intensité. C'est-à-dire au basket, tu t'adaptes un truc d'en face. C'était de faire 3 mois de physique avant de commencer, en fait. Ouais, faire une remise en route de la machine. Vraiment une remise en forme initiale déjà, pour pas enchaîner les blessures, parce qu'une fois qu'elles sont là, c'est un autre délire, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus dur de les soigner que de pas les avoir, en fait. Là où tu le vois beaucoup, c'est en course à pied, tu vois, où en fait les gens ils se remettent à la course à pied 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez 2 mois. Et puis au bout d'un moment, let's go, je veux faire un plan de zinzin, fractionné de ouf, fractionné tous les 2 jours, 5 fois 5 minutes, truc hardcore pour le corps. Et en fait, blessure, arrêt, et après, errance, puis peur du mouvement, puis de peur du mouvement, tu passes à de l'obésité morbide. Après obésité morbide, tu passes à du facteur de risque cardiovasculaire. Et là, le chemin est directement tracé. C'est ça. Donc, reprise douce. Tu ferais ça. Surtout focaliser physique plus. Et puis surtout sur ce que tu as dit, te concentrer plus sur la vision d'ensemble et objectif plus long terme pour pas être trop biaisé par les résultats instantanés, quoi. Ah bah ça, ouais, toujours, ouais, de toute façon. Ok. Et il y a d'autres croyances comme ça que tu avais dans le sport ou même dans la prépa physique ou même dans le basket que tu as cassé avec toute l'expérience que tu as eue là d'intensité? Enfin, l'intensité de travail, je veux dire, pas forcément de... Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, dans les grandes lignes, j'étais plutôt... C'était plutôt raccord. Ouais. J'étais plutôt raccord. Après, on oublie. Alors, c'est pas parce qu'on avait juste au début qu'on... par exemple, je savais que j'arrivais, que j'étais vieux et que donc on me ferait pas de cadeaux, que je devrais avoir un niveau bien supérieur aux autres pour arriver au même niveau, quoi. Ça, je le savais. Mais par contre, on l'oublie des fois, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à se frustrer, machin et tout, puis on se dit, mais attends, mec, il y a 2 ans, tu l'avais déjà dit. Donc, faut y revenir, quoi. Faut revenir à ça et tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'avais... Ok, je l'avais oublié temporairement. Bon, allez, on s'y remet, il faut être meilleur, puis c'est tout. Et tu repars au travail, quoi. C'est ça. Sommeil, t'as jamais eu de... Non, j'ai 3 enfants, donc j'ai pas de problème. Ouais, t'as l'habitude, déjà... l'œil demi fermé comme ça... sur le canapé, donc là-dessus le sommeil... Surtout que mon fils était malade cette nuit, donc tu vois par exemple... Ouais, t'as l'habitude du manque de sommeil. Le sommeil, malheureusement, c'est pas le sport qui définit. C'est quelque chose que t'optimises quand même ou pas? Pas trop. Alors j'ai toujours été un très petit dormeur, donc en fait jusqu'en maths sup, jusqu'au jour où en fait j'ai dormi et je me suis dit mince en fait, j'ai pas besoin de dormir physiquement pour le physique, mais par contre mentalement ça change beaucoup plus, tu vois. Ouais. Mais par contre, j'ai jamais eu la faculté de dormir longtemps. C'est un truc. Donc, une grasse mat, moi, c'est 7h du matin, quoi. Donc. Ouais, moi, je suis pareil que toi. Après, je sais pas si tu as vu, là, il y a pas longtemps, ils ont sorti une étude. C'est un gène BEP, un truc. Enfin, je mettrai dans la description l'étude et le nom du gène. Et en gros, tu as 1% des gens qui peuvent dormir moins de 5 heures. Et ça n'impacte pas leur, moi, ni leur mental, ni leur 7 heures, quoi. Ouais. Et par contre, mon frère, qui a le Covid long, qui fait tout un tas d'études, tout ça, son sommeil a été analysé. Et en 4h30, il récupère autant que quelqu'un en 8-9 heures, quoi. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, normalement, tu as 25% de sommeil profond. Ouais, je crois que c'est ça. Lui, il a 55%.
Ah ouais, ok. Donc, par contre, il manque pas en sommeil léger, il manque pas des choses après en sommeil léger. Genre, je pourrais pas te dire dans le détail. Je sais Ouais. juste que la docteure qui l'a analysé, machin, tout ça, quand ça a été fait avec des vrais Ouais, ça, protocoles, c'est pas un avec, avantage, ça. pas avec le Whoop, avec le vrai truc complet. Avec le Whoop. Tu vois. Le petit cadeau pour Whoop. Merci, ouais. N'achetez pas Whoop. Et non, mais voilà, tu vois, le docteur machin là a dit qu'il était bon comme ça, quoi. Tu vois. Ok. Et moi, ce qui me fait, d'ailleurs, en parlant de cette fameuse gène là, ce qui me fait surtout ultra rire, c'est que du coup, maintenant, tous les mecs qui font des sports pro, ils disent ah bah moi je l'ai ce gène parce que regardez, j'arrive à performer, j'ai dormi que 5 heures. Non, on rappelle, c'est 1% des gens. Donc c'est ça. Voilà. Après, le sommeil, toujours ce qui est compliqué, je trouve, c'est dur à manipuler en fait. Tu vois. La récupération, t'as creusé un peu en mode deep tech, là, comme t'aimes bien faire. Alors, récupération, si tu parles sommeil pur et dur, ouais, mais en fait, je trouve que des trucs bateaux, quoi. Ouais, dormez bien, respirez chambre fort. pas chaude, machin, dormir sur le dos. Mais en fait, moi, c'est impossible. Tu me mets dormir moi, je dors sur le ventre. Tu me mets sur le dos, je dors pas. Donc, voilà. Et donc, j'ai jamais trouvé, en fait, c'est comme si j'avais pas de manette, tu vois. Tu vois, il y a des trucs, tu veux perdre du poids, tu cours, tu manges moins, tu vois. Ouais, t'as pas Alors là, je d'indicateur sais même fiable. pas. Tous les trucs que tu trouves, c'est des trucs bateaux qui peuvent un peu influencer, mais qui ont l'air vraiment marginaux et pas très impactants, quoi. Et que voilà, après, oui, ne te faire pas réveiller par ces gosses, c'est un facteur. Mais que je ne contrôle pas. Donc, donc tu peux pas trop t'énerver dessus, effectivement. C'est ça. Mais récupération en moyenne, enfin de manière globale, t'as des tips à partager. Trucs qui si font tu parles vraiment... du repos encore, si on revient, non, c'est vraiment mon point de faiblesse. C'est ton point de faiblesse, t'as du mal à savoir. En fait, c'est une notion qui est pas... Ultra on tangible, en parle tous les jours et en fait, c'est pas défini, ça veut rien dire. Ouais, tu peux avoir une notion... Il n'y a pas d'études sur le repos, en fait. Tu peux avoir l'équilibre de ton parasympathique et ton orthosympathique avec ta variation de fréquence cardiaque. Ça quand même détermine pas mal ton équilibre nerveux. Mais encore une fois... On est déjà dans un point très précis de l'équilibre nerveux, là, tu vois. Mais par exemple, la récupération musculaire. Alors, toutes les études montrent que si tu prends le même volume et que tu l'étales sur 7 jours au lieu de 4, en fait, les résultats sont plus en faveur des 7 jours que 4, tu vois. Mais... donc, en fait, la notion de devoir se reposer, c'est pas si flagrant que ça. Ouais, puis après, comment tu quantifies le repos mental, tu vois. Non, mais t'as le repos mental, t'as le repos articulaire. Le repos articulaire, t'as le musculaire, t'as le cardiaque. Tu vois, repos cardiaque, en vrai, en soi, est-ce que tu as... je trouve aucune étude, par exemple. Est-ce que tu peux le faire aussi peut-être pas. Alors, si, de pas faire, par exemple, du fractionné comme un ouf, mais t'as quasiment... Moi, je suis jamais tombé sur une étude qui dit qu'il faut pas faire du fractionné tous les 3 fois par jour. Ouais, bah... Après, c'est ta capacité aussi à l'encaisser. Parce qu'après, tu as quand même une entrée calorique. Tu vois, par exemple, tu prends les mecs qui font l'endurance, tu sais, les Pogacar, les mecs qui font 20 heures de zone 2 par semaine, là. Ouais. Eux, les mecs, ils parlent plus du tout en nombre d'heures d'entraînement, ils parlent en calories, tu vois. Donc, ils disent, bah voilà, moi, je sais que mon corps, il peut ingérer 2000 calories en supplément de mon métabolisme de base. Imaginons, tu as 2500 métabolisme de base, il peut encaisser 4500 calories. Au-dessus de 4500, je le digère pas et en fait, j'arrive pas à l'assimiler. Donc, ça part à la selle, donc c'est contre-productif. Donc, il s'entraîne que à 2000 calories. Tu vois ? Et en fait, tu as quand même une grosse capacité de différenciation des athlètes de haut niveau par la capacité de digestion. Peut-être j'ai un super pouvoir dans ce domaine-là. Ah bah, tu as peut-être un super pouvoir là-dessus. Moi, je peux manger. Tu peux manger, moi aussi. Mais tu vois, par exemple, à partir d'un certain stade de calories, tu vois, quand je dépasse un certain nombre de calories, tu vois, au-delà de 4000, moi, je peux pas ingérer. Ça fait quoi ? 4000, ça fait pas mal. Non, mais ça fait quoi ? Tu peux plus ingérer, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, que j'ai... plus de glucides ou moins de glucides, ça change pas du tout mon énergie, tu vois. Je peux pas faire plus d'endurance fondamentale, par exemple, je la gère pas, tu vois. Alors après, t'as des techniques, t'as plein de cyclistes qui ont plein de techniques, tu vois, où certains glucides, t'en as, ils disent, ouais, mais il faudrait peut-être plus de maltodextrine, plus de machin. C'est assez technique et là-dessus, je sais pas trop si... J'ai pas creusé, en tout cas, savoir s'il y a vraiment une absorption vraiment... T'avais un mythe, un moment où, tu sais, Phelps, il consommait, je crois, 9000 calories, tu vois. Enfin, ça me paraissait... Bon, ça me paraît... Tu es dans l'eau, tu as la thermogénèse, mais... Les musclores, là, les hommes les plus forts du monde, là, c'est souvent plus de 10 000 calories. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent le plus dur de l'entraînement, c'est pas... c'est la bouffe. C'est la bouffe.
Parce qu'en fait, les mecs, ils se relèvent la nuit pour se faire des shakers de caséine et tout. C'est atroce. Atroce. Donc, toi, tu penses que ton edge... Bah, je sais pas. Moi, je sais que je peux manger en quantité colossale. Je peux manger sans avoir faim. Je peux tout ça, tu vois. Mais après, je suis pas... J'ai pas... Voilà. J'ai jamais dépassé plus de 2000 calories de dépenser par jour d'effort, je crois. Ouais, après, là, c'est vraiment quand tu fais de l'endurance, vraiment quoi, au niveau. Peut-être si, indirectement, mais ouais, peut-être 2005 au maximum, quoi. Ok. Mais après, voilà, après, il y a peut-être d'autres facteurs limitants, déjà. Ouais, donc tu arrives quand même bien à ingérer facilement et du coup... je m'adapte à une vitesse incroyable. Ouais, bah, ça, c'est quand même un edge qui est assez quand même... Moi, j'ai vraiment eu énormément de mal, quand je faisais de l'aviron, à manger beaucoup, tu vois. Ouais, J'étais obligé de manger moi, je peux beaucoup manger de juste avant le sport, quoi. Ah ouais, ça c'est un super pouvoir. Moi, si je, tu vois, moi au cabinet, je regarde l'heure qu'il est, je me dis ok, putain non, on est 3 heures avant le training, il faut que je mange tout de suite parce que sinon je vais tout vomir. En plus, comme j'ai des mecs qui me tombent sur le bide et tout, en jiu-jitsu, c'est atroce. Moi, et pareil, quand je faisais de l'aviron, tout de suite j'avais des haut le cœur. Je peux faire du fractionné après un McDo. Ça c'est vraiment aucun problème. Quoi. Pour le coup, ça c'est. En fait, à force de faire du sport 3 à 4 fois par jour. Au bout d'un moment, je me suis dit, je sais pas si c'est vraiment la fréquence ou si non, mais en fait, le problème, c'est que ça demande beaucoup de calcul, quoi. Quand tu fais du sport tout le temps, tu te dis, mince, il faut que je mange, machin, truc, plus les autres trucs, les autres contraintes et tout, quoi. Et au bout d'un moment, je dis, il faut que j'apprenne à vivre avec, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai commencé et ça pose pas de problème. Alors, sachant que moi, je suis du genre, j'ai jamais de problème gastrique, quoi, tu vois. Ouais, bah écoute, jamais je peux tout manger, je digère tout, quoi. Donc déjà, il y avait déjà un schéma favorable en amont, tu vois. Moi, j'ai pas de problème de bouffer des fruits. En ce moment, depuis que je fais la nutrition vraiment nickel, je mange peut-être 50% de mon alimentation, c'est des fruits et des légumes, quoi. Peut-être même plus. Et c'est pas de problème de digestion, quoi. Je les digère, quoi. Ouais, tu as de la chance. Pas du moins, j'ai pas de douleur, quoi. Tu vois. Moi, justement, c'était un truc qui m'avait beaucoup pénalisé, tu vois, parce que j'arrivais quand je faisais du crossfit ou quand je faisais de l'aviron, tu consommais énormément de calories et en fait, j'arrivais pas à les ingérer et du coup, j'avais difficilement du mal, tu vois, à prendre du poids. J'ai dû vraiment sortir à l'artillerie lourde. Tu vois, je me faisais des shakers de prolo à la farine de sarrasin et tout. Enfin, tu vois, le genre, c'était n'importe quoi. Bon, après, c'était à l'époque, tu vois, on n'avait pas du tout toutes les données qu'on avait. Tu vois, moi, j'avais compris glucides égale blé égale sarrasin, c'est à peu près la même chose. Donc, j'avais pas d'argent. Donc, je faisais quoi ? Je faisais des shakers de farine de sarrasin, tu vois. Ça n'avait aucun sens, tu vois. C'était dégueulasse, c'était de la pâte à crêpes. Et bref. Enfin, bon, bref. C'était une période assez drôle. J'en repars encore. Et de temps en temps, tu vois, je me refais un petit shaker farine de sarrasin par nostalgie. Tu vois, j'ai un pote avec qui je le buvais. Il est infâme. Et on se refait un petit shaker nostalgie. Allô, attends, j'allais pas quand même investir dans du lait de riz ou du lait de coco. À l'époque, déjà, ça n'existait pas. Parce que ça arrivait avec Naturalia. Hein. Non, tous les laits. Moi, le lactose, déjà, tu peux mourir. Moi, le lactose, j'ai bu du lait toute ma vie. Ouais, moi aussi, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était atroce, quoi. Et c'était affreux, j'ai jamais pu le digérer, ce truc. Donc, ouais. Donc, toi, tu penses que, globalement, une capacité de digestion, ça change. Quelle chose, pour finir un peu avec les questions, entre guillemets, profondes, quelle chose tu fais que 95% des sportifs ne font pas ? Alors, dans mon sport. Dans ton sport, parce dans le basket. Chaque sport a vraiment des trucs différents. Dans le basket. Travailler. Ah ouais. C'est clair. Tu penses que c'est aussi ça bosse un pas des assez trucs qui fait que je me suis investi tant dans le basket. C'est un sport de feignant. Ah ouais. J'aurais jamais fait ça en boxe, par exemple. En boxe, ça bosse beaucoup. C'est un sport de bosseur, quoi. Les gars, ils peuvent faire 4-5 heures normal, tu vois. Par exemple, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est les échecs. Alors, de manière très casu, quoi. Mais là, pour jamais je me serais lancé dans les échecs, tu vois. C'est des bosseurs, les mecs. Parce que les gars, ils font 12 heures, c'est normal, tu vois. Le piano aussi. Voilà, il y a tous des trucs comme ça où tu te dis, c'est pas la peine, je peux pas avoir... ma capacité à travailler va pas me donner un avantage, quoi. Ok, donc toi, tu penses que t'as quand même... Alors qu'au basket, franchement... tu penses en sport co de manière générale ou... Tu vois, mon entraîneur ancien pro, il me dit toujours en rigolant que je m'entraîne plus que les pros. Ouais, bon après 25 heures, tu fais quand même du volume. Hein. Ouais, mais alors regarde les boxeurs, regarde... si tu vas me dire, ils font 40 heures les gars, les vrais, les tops. Et même les ricains, hein. Ça c'est un truc aussi très français, quelque part européen, peut-être je pense, j'en sais rien. Mais aux États-Unis, moi je regarde tous les gars qui jouent sur les réseaux un peu, qui jouent en NCAA et des trucs comme ça, quoi. Les gars ils font 4-5 heures jour, quoi. Ils s'entraînent tout le temps, quoi. Alors que nous...
Nous, non. Ok. Nous, non. Donc, voilà, les gens, le truc qu'ils font pas dans le basket, s'entraîner. Mais encore une fois, parce que pareil, la course, j'aurais pas essayé. Triathlon, j'aurais pas essayé. Voilà, pour le coup, les mecs, ils font du volume. Hein. Ah Les bah, mecs ils font qui du volume de trail. ouf. Ah, j'ai fait 110 km hier. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, j'aurais pas essayé, tu vois. Du moins, aussi, j'aurais... Mais pas avec la même approche, quoi. Alors que là, je sais que je peux overtrain, quoi. Je peux... Ouais, t'as un vrai levier. On a capacité à travailler plus dans ce sport-là. Et tu fais comme Mike Tyson, là, tu t'entraînes à 4 heures exprès parce que tu sais que personne s'entraîne, puis après tu vas te recoucher, puis après tu te Kobe Bryant faisait ça aussi, très tôt. Il s'entraînait très tôt. Parce qu'il savait que personne s'entraînait. Il faut faire les pauses aussi pour pouvoir avoir le temps de fractionner. Non, moi je m'entraîne. Alors si, des fois je fais la muscu à 6h du matin, ça arrive. Mais ça, c'est parce qu'avant que les enfants se lèvent, il faut jongler avec les autres contraintes, quoi. Mais après, non, je n'ai pas besoin d'aller comme Mike Tyson. Mais, Ok. Et dernière question, quelle conviction tu as, toi, dans le basket, que tout le monde trouve extrême, mais que tu trouves totalement sous-coté? Encore une fois, ça dépend qui dans le basket, parce qu'il y a des grosses différences de culture, des choses comme ça, quoi. Mais le travail du go-to-move, là, c'est un truc qui n'existe pas dans le basket. Travailler ton levier. Un shoot en particulier, comme un psychopathe. T'en as qui le font quand même aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, oui. Ouais, mais en chez Europe, nous, non. En Europe, on travaille beaucoup le collectif, on travaille quasiment pas les qualités individuelles. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on a aussi une vision du basket et des sports collectifs comme des sports d'introduction? Je m'explique sur le sport d'introduction, c'est un sport qui n'a pas vocation à faire de la compétition, mais qui a pour but d'amener les gens au sport. Tu vois, c'est pour ça peut-être que... Ouais, je pense qu'après, moi, j'aurais pas expliqué ça comme ça. Du moins, je pense que, en fait, comme les gens travaillent pas beaucoup, ils sont souvent en collectif, en collectivité, tu sais, dans les entraînements classiques, machin et tout. Et donc, ils peuvent travailler certaines choses, quoi. Si tu travailles plus, tu es obligé d'aller vers l'individuel au fur et à mesure, tu vois. Parce que tu peux pas avoir 25 personnes tout le temps présentes pour l'entraînement, le machin, le truc bidule, tu vois. C'est pas possible. Et donc, tu es obligé d'aller vers des trucs plus... la muscu, par exemple, que tu peux faire vraiment tout seul, ou ton shoot que tu peux travailler tout seul à partir du moment où tu as accès à un panier, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est un peu... donc, au début, si tu n'as que 4 heures d'entraînement dans la semaine, ce sera tes 2 entraînements d'équipe. Donc là, tu feras que du collectif, quoi. Et tu peux pas développer ton shoot. Parce que tu vas pas dire du volume, attendez les gars, je jouais sur le panier, partez, et c'est moi tout seul et on a 2 paniers, et moi je suis là et vous les 15 autres vous êtes de l'autre côté, tu vois, c'est pas possible, tu vois, t'as pas l'accès à la... Et au fur et à mesure que tu augmentes le volume, tu vas rechercher des choses un peu différentes en fait, naturellement en fait. Plus t'avances, toi, plus tu fais de l'individuel et après tu rajoutes... L'individuel, c'est facile à travailler tout seul, quoi, par nature, quoi, et donc si tu... Voilà. Mais donc si tu devais conseiller à quelqu'un, ça serait surtout ça. Surtout faire de l'individuel en plus de son collectif. Ouais, c'est travailler, quoi. Hein. Au moins 1-2 heures en plus. Ça vient, c'est de travailler, et puis... ouais. Ok. Et par rapport à ta blessure, par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a vraiment un événement marquant que tu as eu dans ta vie, pro, perso, peu importe, qui t'a changé ta façon de voir les choses en sport, en basket, chaque événement, il change, tu vois. Après, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je me rappelle de rien. Donc voilà, comme ça, j'arriverai absolument pas à dire et à retomber sur un événement qui a vraiment... Mais chaque événement me change. Le truc, quoi, tu vois, j'intègre et puis... chaque petite défaite, tu la considères comme une grosse défaite et du coup, tu recapitalises comme un point de là-dessus. données. C'est même pas une grosse défaite, tu vois, parce que dans l'absolu, je suis au courant, je suis cohérent, je pense, avec mon niveau réel, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est un travail de longue haleine. Je m'attends... Ce qui est important, c'est que je sois bon à la fin. Ok. Pour l'instant, je suis pas là. Mais donc, à chaque fois, une défaite, un machin, un truc, c'est juste une raison de s'entraîner plus et puis de continuer, d'améliorer l'entraînement, de changer des petites choses, quoi. Après, pour dans le sport, pareil, si chaque défaite peut devenir une victoire, par exemple, dans la boîte, tu vois, pour faire un parallèle, à chaque fois qu'on a eu une grosse galère, ça a été la meilleure chose de notre vie. Ouais, ça a restructuré les choses, quoi. En fait, ça met en avant déjà un gros problème, quoi. Tu dis, mince, ça, on n'avait pas vu. Ça tombe dessus, c'est que tu as mal géré, donc tu n'avais pas vu. Et puis, on corrige le truc. Alors, au début, on croit que c'est fini, tu vois. Il n'y a aucun moyen de gérer, c'est mort, c'est sûr, ça ira jamais. Et après, on trouve des solutions. Tiens, si on essaie un peu ci, ça, on commence à... au final, tiens, il y a peut-être une chance. Et on met le truc en place.
Et après, on dit, waouh, en fait, heureusement qu'on a fait ça, maintenant c'est vachement mieux. La boîte, elle est vachement mieux. Ouais, bah, c'est comme ça que t'avances, hein, de toute façon. Et ça a été vraiment. C'est vrai que les grands changements se font après les grosses claques, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, si la claque elle est grosse, tu l'intègres, quoi. Tu vois. Ouais, il faut petites pas qu'elle claques- soit trop les grosse, petites quoi, claques, pour tu pas les qu'elle négliges, te quoi, après. démoralise. Bah après, ça, c'est la force de ta motivation, quoi. Oui, bien sûr. Tu sais, moi, il y a toujours un sujet que j'aime bien, c'est le talent. Tu sais, tout le monde, t'as pas de talent, t'as du talent, et c'est ça qui définit les sportifs quasiment. Tu sais, du talent ou pas de talent. Alors que moi, je suis pas du tout partisan du talent. Moi, je suis très partisan du travail. Hein. Donc le talent, je pense que ça aide. Hein, quand tu arrives à très très haut niveau, dans les derniers, Dans les derniers pourcentages, ça te le permet dernier de... pourcentage entre le premier mondial au tennis et le 25e, ouais, c'est peut-être le talent qui fait la fin. Parce Ouais, parce qu'après, en termes de travail, ils bossent comme des fous. Quelque part, Et je pense qu'il y a encore des sports, tu vois, où tu as un énorme gap sur le travail. Tu vois, tu parlais du basket, mais je pense qu'il y a plein de sports. Même la méthode, des fois. Même pas que. Ouais. Ils sont pas très avancés dans la méthode. Tu vois, par exemple, la muscu, ça a vachement amélioré. Dernièrement, il y a quand même beaucoup de différences parce que la science c'est devenu vachement plus scientifique qu'avant, la muscu. Ouais. Sur la manière d'approche de. Surtout que les gens se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des méthodes qui marchent. Tu vois, moi, je sais pas si tu te souviens, il y a 10-15 ans, tu vois, avant même, tu vois, moi j'avais connu Thibaut InShape au tout début. Bon, bah, tu vois, ça avait quand même vachement aidé ce qu'il avait fait. Et il n'y avait pas de données avant. En fait, tu vois, il a quand même apporté quelque chose, du savoir sur YouTube. Et c'est vrai que maintenant, avec YouTube, tu as quand même de quoi faire monter ton niveau perso. Ah bah oui, sans forcément avoir accès à un coaching de qualité. Et alors, ne parlons même pas de l'ère de l'IA, où là, tu as carrément de l'information prédigérée, et comme ça, tu peux couper tout. C'est ça. Ok. Bah écoute, Anthony, merci de t'être déplacé au studio. Avec grand plaisir. J'espère que ça va plaire à tous les basketteurs. Nous, on se retrouve pour... dans 2 semaines, le podcast toutes les 2 semaines. Et du coup, bah, tu as un mot à dire éventuellement pour la fin, quelque chose, pour les basketteurs qui nous écoutent. C'était un petit Kobe Bryant au boulot, les gars. Au boulot. Ok, bon, bah, au boulot. Bah, en tout cas, moi, je vais y retourner au travail. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt.